Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 140 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, 3e numéro de la syllabe. Donc, bien entendu, la syllabe, notre top 100 si du Basket Lab, lab. Vous le savez, vous connaissez ce jeu de mots un peu pourri, hein, on peut le dire et l'assumer. Mais donc effectivement, notre top 100 des joueurs de 2023, où l'on classe petit à petit, on construit le classement petit à petit, en prenant à chaque fois 5 noms au hasard d'une playlist. Et donc aujourd'hui, 3e numéro de la syllabe. Donc pour l'instant, on a un top 10, bien entendu, et à la fin de l'épisode, on aura un top 15, notre top 15 temporaire de la syllabe. Et donc, pour faire ça aujourd'hui, nous recevons un nouvel invité sur la syllabe, mais que vous avez déjà entendu sur le Basket Lab, puisque aujourd'hui on reçoit Camille. Camille, sur Twitter connu comme Lost in Transition, qui est également passé par Dunk Hebdo et que vous connaissez bien entendu sur le Basket Lab. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 3e numéro de notre top 100 de 2023, la syllabe. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc on se retrouve pour la syllabe, notre 3e numéro de la syllabe, vous le savez, notre top 100 des joueurs de 2023, avec quelqu'un que vous avez déjà entendu sur le Basket Lab. Aujourd'hui on reçoit Camille. Comment ça va Camille ? Salut, ça va, impeccable. Et toi, en vacances ? Donc tranquille. En vacances ça va, tu fonds pas sous la chaleur actuellement ? Non, ça va. À part là, pendant les 2 prochaines heures, mais parce que j'ai dû couper mon ventilo, mais sinon après, avant et après, impeccable. Donc Camille de Lost in Transition sur Twitter, pas mal de choses tactiques. Il fut un temps peut-être un peu moins dernièrement. Ouais. On peut le dire comme ça. Maintenant mon actu c'est le chan vélo du Discord où je prête mon épaule à Azad tous les jours pour qu'il pleure quand Julien Alaphilippe se fait explose au bout des premières pentes, alors qu'il y croyait à chaque étape. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles puisque je ne vais jamais sur cette section du Discord, mais t'inquiète, elle va revenir en force puisqu'il y a les championnats du monde dimanche. Ce sera coupé au montage, voilà. Camille, ancien de Dunk Hebdo, non, toujours, mais sur Twitter, tu faisais pas mal de décortiquages tactiques, t'as un peu moins le temps, mais tu as la compétence. C'est pour ça que je te fais venir aujourd'hui. En tout cas, je t'ai proposé et tu as accepté l'invitation pour donc notre série, notre top 100 de 2023. T'as un peu de la chance, tu passes assez tôt, du coup. Donc, il y a moins de joueurs à classer. Très clairement. Mais c'est vrai que si on enchaîne, on a déjà un top 10 que je peux rappeler assez rapidement. Top 10 après 2 épisodes. On a Trae Young en numéro 1. Paul George, Bradley Beal 2 et 3, Evan Mobley en 4, Wendell Carter Jr. en 5 et Marcus Smart en 6. On avait un peu hésité sur l'ordre de ces deux-là. Jeremy Grant en 7, Kyle Anderson 8, Quentin Grimes en 9 et Gordon Hayward en 10. Est-ce que tu as des remarques ou des réclamations sur ce classement actuel ? Non, moi j'avais exactement le même top 4 quand je l'avais fait, quand tu m'avais donné la liste des mecs qui seraient passés avant moi. Après, par contre, en fait, au final, moi, à partir de la 5e place, j'avais pas le même classement, mais parce que c'est un truc dont on a un peu discuté en off. En fait, j'avais pondéré les minutes. Moi, j'avais pas trop compris le principe. Donc, par exemple, le Wendell Carter, je l'avais plus bas parce que c'est celui qui a joué le moins de minutes avec Gordon Hayward. Mais par contre, après Gordon Hayward, je l'avais dernier aussi. Et c'était un peu les 4 autres, quoi, que j'avais un peu dans un ordre différent. Bah c'est vrai que c'est bien que tu fais cette erreur directement dans le début, on peut le préciser pour la série. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de valeur cumulée pour cette série, pour ce top 100, c'est pas comme la centaine. Là, c'est juste, on se dit, bon, il faut qu'on classe les joueurs qui ont un certain nombre de matchs, évidemment, mais ensuite on prend sur le niveau affiché. Alors évidemment, si quelqu'un qui a joué 30 matchs, ça va peut-être peser dans la balance, mais a priori, quand on est au-dessus de 50 matchs, et ils le sont tous à peu près au-dessus de 50 matchs,
voilà, on classe quand même sur le niveau, on va pas se prendre la tête avec les minutes. Donc effectivement, ça vaut le coup. Belle erreur, merci de l'avoir faite, comme ça on peut le préciser d'entrée. Et du coup, si je peux te questionner un peu, on a mis notamment Trae Young devant Paul George, ça te choque ou pas forcément? Bah, en fait, non, du coup, ça m'avait pas choqué puisque il a 600 000, non, mais enfin, du coup, moi, comment dire, dans la façon dont je les avais classés à la base, il a 600 minutes de plus, donc, du coup, Oui, mais maintenant, du coup, sur le niveau intrinsèque. Je sais pas, ça reste proche pour moi, mais George a une efficacité qui est un petit peu peut-être en deçà de ses standards. Ouais, c'est ça. Trey aussi, mais du coup, on va dire qu'il y a la création qui perdure, donc je peux comprendre. Ouais. On avait les cas aussi Kyle Anderson, Jeremy Grant. Ouais, c'était ça dont j'allais parler, moi. Effectivement, moi, du coup, si je dois revenir sur la liste là maintenant, en éliminant complètement le prisme des minutes, ouais, j'aurais peut-être hésité à intervertir ces deux-là, parce que du coup, Jeremy Grant, 104 de true shooting plus, par exemple, enfin, sans rentrer trop dans les détails, mais au final, dans un rôle qui est plus recalibré sur de la finition et plus de la création comme il avait avant, c'est pas si supérieur à la moyenne que ça, on va dire. Enfin, du coup, je suppose que tu comprends ce que je veux dire par là. Et pour le coup, Kyle Anderson, qui lui est un joueur qui est habituellement inefficace, fait une assez bonne saison à l'efficacité cette année. Donc du coup, on va dire que ça booste un peu le reste de son jeu, parce que d'habitude, en fait, le shooting, c'est un petit peu un truc éliminatoire pour lui. Et là, en fait, du coup, ça embellit peut-être un petit peu sa création tertiaire, on va dire, le fait qu'il soit capable un peu de porter la balle et à la fois qu'il soit polyvalent défensivement. Il est meilleur défensivement qu'un Jeremy Grant, quand bien même il n'a pas du tout les mêmes outils physiques. Donc voilà, ouais, moi j'aurais peut-être une petite hésitation sur les deux, à la limite, à intervertir. Ok, eh bien, vu que tu es le 3e sur 3 à être un peu de cet avis, faisons le changement, du coup, faisons le changement. Ouais, sur cette saison en particulier, habituellement, je pense que le shooting de slow-mo, en fait, il sera trop rédhibitoire, enfin, en tout cas, historiquement. Mais du coup, cette saison, je pense qu'en fait, il a une efficacité qui le ramène proche au point que ses autres qualités all-around, on va dire, fassent un petit peu pencher la balance en sa faveur. Ok. Et est-ce que on se posait la question aussi du coup avec la dernière fois avec Azad, est-ce que Kyle Anderson va aussi gratter Marcus Smart ou pas forcément, parce que l'inefficacité de Marcus Smart peut entrer dans la balance là aussi, quoi. Je fais pas partie des gens qui sont particulièrement bas sur Smart, mais cette année il a quand même été moins bon qu'habituellement. Donc Ouais. je pense que et un slow-mo meilleur que d'habitude. Je pense que sur cette saison en particulier, ouais, moi effectivement je trouve pas ça déconnant de le mettre devant. Ouais. Ok, alors je ne fais pas le changement, mais je note la nuance et je continuerai à questionner. Ouais, si jamais t'as un autre mec, t'attends que Rafa passe et puis comme ça tu t'attends et comme ça tu le basculeras à ce moment-là. Oui, mais s'il y a un autre fan de Boston, si Azad revient, par contre là t'es dans la merde. Je suis un peu, oui, effectivement. Donc ok pour le classement, et du coup on enchaîne un peu rapidement aussi avec les best of the rest, des gens que je n'ai pas mis dans la playlist mais qui mériteraient d'y être. Évidemment. Est-ce que tu as 2-3 noms où tu voudrais un peu les mettre en lumière pour qu'éventuellement plus tard on en discute plus longuement? Ouais, j'ai 3-4 noms. Mais je crois que tu avais hésité avec lui parce que tu me l'avais cité. Tu m'avais dit dans la liste Gordon Hayward / Trey Murphy. Donc au final, ça a dû être limite ton dernier cut, non, si je comprends? Pas loin, ouais, mais effectivement, oui. Amine a déjà pas mal argumenté pour lui, donc il était déjà, pardon, je te l'ai pas précisé. On a déjà Trey Murphy et Franz Wagner dans la liste. Voilà. Ok, ouais, bah moi, et toujours pareil, hein, parce que moi, Trey Murphy, 2448 minutes, donc du coup, voilà, j'avais un petit peu surtout aussi pris ça en compte. Par contre, un qui a peut-être pas dû être cité, c'est Malik Monk. J'ai été surpris de pas le voir. Non, pas cité, vas-y, explique-nous. Bah, il a quand même eu une belle importance dans le jeu des Kings cette année, surtout en termes d'identité, parce qu'au final, le rythme qui était, en plus, ils staggeraient, putain de l'imparfaition avant et ils staggerent beaucoup, et du coup, en fait, ils ont une deuxième, des remplaçants qui jouent beaucoup en même temps, et lui, en fait, il permettait de maintenir ce rythme, on va dire, quand Fox n'était pas là, on va dire, de façon création primaire sur la base arrière, on va dire, puisque Davion Mitchell est pas un bon attaquant. Donc du coup, et surtout, Malik Monk, alors avec dangerosité au scoring, au pull-up, etc. Mais il a ajouté un truc cette année, c'est quand même de la création qu'il n'avait pas avant, oui. Et qui a un petit peu complété son profil, on va dire. Et moi, je trouve que du coup cette année, je me serais attendu à ce qu'il soit dedans. Ouais.
Pour t'expliquer pourquoi je l'avais pas, c'est parce qu'on est sur du 22 minutes par match. Donc le minutage complet, la valeur accumulée, on s'en fiche un peu, on va dire. Mais pourquoi je cite les minutes par match, c'est pour un peu aussi voir l'impact, quoi. Et malheureusement, on a pas mal de noms, quasiment tout le monde qui a 30 minutes par match sur la pré-liste. Et je sais pas à quel point quelqu'un avec un minutage plus faible et un statut et un rôle plus faible a pu avoir autant ou plus d'impact que des gros titulaires. C'était un peu ça mon interrogation. Mais ok, je le note. Et sinon, j'avais aussi, j'ai été surpris aussi de pas avoir D'Lo, parce qu'il fait en saison régulière, en tout cas, il fait une grosse saison, une saison très efficace pour ses standards. Oui. Donc c'est avant tout un shooter, on va dire, un shooter et pull-up aussi, et du coup il fait une saison assez efficace. Alors après, je suppose qu'il y a peut-être un biais rapport aux playoffs, mais non, c'est juste que effectivement j'ai pas passé 8 ans sur la pré-liste. Donc effectivement D'Angelo Russell, ouais, je pense oui peut y être. Donc je le note. J'ai pas ces chiffres en tête, mais je suis sûr que efficacité pour lui, il est sur des gros standards cette année. Oui, première année de sa carrière où il est au-dessus de la moyenne au niveau du scoring, plus 4% par rapport à la moyenne. Ouais, il a 41% à 3 points et 55,5% à 2 points, je suis en train de voir. Ouais. Et puis pas manchot non plus en défense. Oui, je le note. Ça marche. Ok. Bien maintenant qu'on a fait toutes ces petites remarques sur le classement et sur le best of the rest, est-ce que la tradition, pardon, comment tu t'en es dépatouillé pour classer les joueurs du jour? D'ailleurs, je ne les ai pas cités encore. On a du Jaylen Brown, on a du Tyrese Maxey, on a du Harrison Barnes, on a Miles Turner et on a du Grant Williams. Comment est-ce que toi tu les as classés? Alors j'ai mis Jaylen Brown en premier. Ouais. J'ai mis Miles Turner en deuxième. Ouais. Tyrese Maxey en troisième. Ouais. Harrison Barnes en quatrième et Williams en dernier. Ok. Je crois que j'avais un truc un peu similaire. J'avais Jaylen Brown effectivement numéro 1 du jour. Miles Turner aussi en 2. Barnes en 3 et Maxey en 4 et Grant Williams en 5. Mais pour moi, on a un peu un groupe de 4 très homogène entre Turner, Barnes, Maxey et Williams. Effectivement. Mais en fait, pour tout dire, moi, en fait, j'avais Barnes devant Maxey à la base, à cause des minutes, parce qu'il en a tellement plus que les autres. Mais comme 5 minutes avant qu'on commence, tu m'as dit qu'en fait, ça comptait pas, du coup, je l'ai repassé derrière. Effectivement. Attaquons directement par Miles Turner, du coup, si tu veux bien. Ouais. Miles Turner, je rappelle rapidement, 36 minutes de jeu par match, cette saison, 67 matchs, 100 de true shooting plus, donc pile au niveau de la moyenne NBA à l'efficacité au scoring individuel, sur 31% d'usage. Ou non, j'ai du mal noté là. Attends, non, ouais, mais je pense que tu te trompes. Enfin, le true shooting plus, il est à 112. Hein. Et l'usage, il est à 22 pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou alors c'est moi qui fais de la merde, mais parce que si c'est pas 112 de true shooting plus, il faut qu'on raccroche et que je reprépare. Attends, je crois que je me suis planté. J'ai fait 2 fois les stats. J'ai fait 2 fois les stats de Jaylen Brown en fait. J'ai fait 2 fois les stats, 2 fois la page. Je me suis planté sur mes onglets. Attends, je recommence du coup. Donc Miles Turner qui est on recommence. 29 minutes de jeu par match en moyenne. Ok. Sur du 62 matchs. Ok. Et au niveau de l'efficacité, comme tu disais, je descends 112 de true shooting plus, donc 12% au-dessus de la moyenne NBA sur un volume de 22%. Oui, là ça colle un peu plus. Bref, donc oui, pour te lancer, belle saison mine de rien de Miles Turner qu'on attendait à voir être échangé et qui finalement est resté et a fait une plutôt solide année en fait. Exactement. Ouais. Après, je suppose que je vais avoir la main, mais tu préfères qu'on commence par l'attaque ou la défense? Comme tu veux, tu vas où tu veux. Du coup, puisque tu parles, on a déjà abordé le true shooting plus, on peut commencer par l'attaque et puis au final, c'est là où les choses ont le plus changé pour lui, on va dire, parce que avec l'absence de Sabonis, il s'est retrouvé en fait à être le seul big quasiment. Enfin, par contre, en tout début de saison, il jouait avec Jalen Smith, mais qui lui aussi est un intérieur fuyant, on va dire. Donc du coup, en tout cas, il y avait un peu plus d'espace et t'avais plus Sabonis qui était, on va dire, un élément central des jeux et avec un rôle de plaque tournante. Donc du coup, il a bénéficié de plus d'espace. Alors après, on va faire l'analyse individuelle aussi, mais il y a quand même des nuances à apporter en termes des changements au niveau des coéquipiers aussi. Donc du coup forcément il a eu plus d'espace, c'était le seul big, donc du coup il a joué plus de pick and roll, donc il avait
plus d'espace à exploiter, du pop parce que bon c'est un intérieur shooter, mais aussi un peu de roll, un peu de short roll avec un super passeur. Et en plus un mec dangereux en sortie d'écran, donc qui génère un petit peu des couvertures parfois agressives de la part des adversaires, donc qui vont générer de l'espace pour le big. Donc du coup je pense que c'est plusieurs facteurs en fait qui font qu'il a une belle efficacité, parce que le plus gros vecteur par contre de son augmentation d'efficacité, c'est que dans les espaces qu'il a gagnés dans l'axe du terrain, on va dire, il en a profité pour avoir une agressivité qu'on ne lui connaissait pas trop, on va dire, pour aller chercher le contact. C'est-à-dire, il y avait souvent des situations en fait où il faisait un peu du roll, du short roll, il était bien servi, il faisait un drop step, on va dire, et puis contrairement par exemple à un DeAndre Ayton dans ces situations qui lui va peut-être fuir le contact, lui par contre il était résolu à aller chercher le contact et à se jeter limite dans les adversaires pour aller chercher la faute. Donc du coup, cette année, il a un énorme taux de lancer franc. Il est à 37,7, je crois. J'ai plus le chiffre, mais je crois que c'est genre 40% au-dessus de la moyenne. Donc du coup, c'est ça qui fait qu'en fait, il est super efficace, parce qu'après, sinon on va dire sur ses taux de réussite dans ses zones habituelles, il y a pas beaucoup d'augmentation par rapport à d'habitude. Il a quand même progressé un peu à 3 points, on va dire. Et après, par contre, il est dans les nouvelles zones qu'il a pu attaquer, on va dire dans la raquette, on va dire, mais hors cercle. Il a été aussi super efficace. Il a un petit, il utilise que la main droite, mais il a un petit hook main droite qui est assez efficace une fois qu'il est en bonne position et qu'il attaque le contact, on va dire, s'il n'y a pas faute et que c'est un petit peu l'adversaire qui est déstabilisé. Il a un petit finish sympa avec un petit hook main droite qui lui permet d'être efficace dans cette zone-là. Le truc, moi, avec Miles Turner, bon, on en a parlé dans un podcast récent sur les Pacers, que tu n'as pas entendu parce qu'elle n'a pas encore été publiée. Mais Stade de la saison, vous avez fait ? Ouais, c'est ça, ouais. Et le truc avec Miles Turner, pour moi, c'est que on oublie un peu à quel point c'est vraiment principalement un finisseur, en fait. Je trouve. Hein. On est sur, tu vois, 82% de ses paniers étaient assistés. 82% étaient survenus sur une passe décisive. Donc, a priori, pas trop de création là-dessus. Et bon, c'est un peu pour moi là, une des limites de ce profil, c'est qu'on est en fait avec un finisseur, même si il a pas la même tête que les autres pivots finisseurs, défenseurs finisseurs, tu sais, les Clint Capella ou les joueurs comme ça, qui il y a ce profil protection du panier et dunk et catch and finish. Bah lui, c'est pas tant ça, mais un peu quand même. C'est protection du panier et 3 points notamment. Et en même temps, c'est aussi ça la valeur de son profil, c'est que pour quelqu'un qui est un défenseur intérieur, il apporte aussi beaucoup de spacing, et quand tu apportes du spacing depuis le poste 5, ça veut dire que tu peux aussi permettre d'éloigner le protecteur de panier adverse du panier, justement, donc ça a d'autant plus de valeur, et on est sur du 37% d'efficacité sur les catch and shoot cette année à 3 points, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, vraiment sur le côté offensif, je trouve qu'on n'a pas tant que ça un joueur si complet que ça. On a surtout un finisseur. Alors comme tu dis, qui est plus agressif au panier sur ses finitions, ça effectivement on l'a remarqué. Le shooting foul percentage, comme tu dis aussi, a augmenté, la capacité à tirer des fautes. Donc on a quand même un profil un peu plus complet que Capella. Évidemment, Capella il a que le côté dunk. Il a pas, alors que Miles Turner a un peu des deux, on va dire. Un peu de finition au panier et un peu de 3 points. Donc plus complet. Mais tu vois, par exemple, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas quelqu'un non plus que tu peux utiliser sur du passing ou qui peut en mouvement prendre de bonnes décisions. Là aussi, il y a certaines limitations qui sont les mêmes d'ailleurs que des pivots de catch and finish, quoi. Ouais, effectivement. Non, mais j'avais commencé par les points forts, mais effectivement après il y a des points faibles en fait, effectivement, alors faibles ou plus ou moins, mais on va dire que effectivement il a un profil qui est pas très polyvalent, donc on va dire que c'est ce que tu as mentionné, son shoot est dangereux, mais j'ai scouté quelques matchs et en fait ce que tu vois que les équipes elles font en général, c'est que quand ils commencent, surtout parfois dans des fins matchs, quand ils commencent à en mettre un ou deux en fait, bah les défenses elles ont la possibilité assez facile de pouvoir switcher, on va dire. Alors après le danger c'est ce que Haliburton sera capable de faire derrière. Mais Turner, en fait, tu t'en fous si tu switches sur lui parce que, en gros, il va rien faire en post-up, il sera pas dangereux, et en plus, Ouais. c'est pour le coup, contrairement à un Capella, il va pas te défoncer au rebond. Ouais. Donc voilà. Et après, il y a même parfois des équipes qui, comme au début de saison, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils jouaient avec Jalen Smith et j'avais scouté un match contre les Kings où les Kings ils mettaient Harrison Barnes sur lui. Donc voilà. En fait, en tant que match-up individuel, pour la création pour lui-même, en fait, il fait peur à personne.
La vraie dangerosité d'un pick and pop, on va dire, par exemple d'un Joel Embiid maintenant qui est devenu assez efficace, on va dire, sur catch and shoot, c'est que t'as pas envie de switcher. Un Miles Turner, tu t'en fous. Donc voilà. Et après, moi, ce que j'ai aussi, c'est que en attaque, il a un autre point faible, c'est c'est pas un très bon poseur d'écran. Ouais. On va dire, il prend pas beaucoup d'espace. Quand tu vois des mecs comme Gobert, ils essayent de prendre le plus de place possible et tout pour vraiment créer un mur pour pas que les mecs puissent le franchir. Lui, il reste assez fin en fait et il cherche pas trop le contact. Donc du coup, forcément, il crée moins d'avantages pour les manières de ballon. Et au niveau de la défense, du coup, à quel point toi tu le projettes, tu mesures son impact, bon ou pas cette année? Turner, c'est un bon protecteur de cercle. Oui. Alors, par contre, en revanche, si on taille le profil un petit peu d'entrée, on est surtout sur un mec où tu vas faire du drop avec lui. Au cercle, il est fort quand il est là. Il a les instincts et le timing pour aller chercher le ballon quand il le faut. Il est bon quand il est en poursuite, on va dire, d'un mec après un pick and roll, quand t'as un manieur de ballon qui a un avantage et que lui, il est en poursuite et qu'il est déjà lancé vers le panier, il est fluide et là, il va forcément éclater le ballon sur la planche. Par contre, là où il a des points faibles qui fait que pour moi, il est en dessous des meilleurs protecteurs de cercle, c'est que c'est plutôt alors une autre notion du timing, mais on va dire du timing de quand faire les rotations, on va dire. Ouais. C'est-à-dire je trouve qu'il a un peu souvent le dixième de seconde de retard qui fait qu'il est là trop tard et que du coup, il perd l'avantage des qualités qu'il a quand il est présent au bon moment. C'est pareil, j'ai scouté un match où il jouait contre Cleveland, où du coup Cleveland t'as une structure où t'as deux bigs, et là où ils étaient partis du principe qu'ils avaient mis, je sais plus qui c'est qu'ils avaient mis ils avaient dû mettre quelqu'un sur Jarrett Allen, parce que pareil, Jarrett Allen il fait pas peur au poste, donc ils avaient dû mettre je sais plus qui, mais un wing quoi on va dire. Et lui il l'avait mis sur Mobley pour qu'il puisse faire un peu du low man et être en roamer on va dire à la Jaren Jackson. Ouais. Mais là, du coup, c'est pas du tout le même impact destructif qu'un Jaren Jackson ou même que des Evan Mobley dans ces situations-là, parce que le timing de ces rotations n'est pas le même. Oui, il a pas la même réactivité, tu veux dire. Donc ouais. Même en safety défensif, en libéraux, il a pas ce côté même volume que d'autres, quoi. Voilà. En fait, il sait pas se mettre dans les situations aussi favorablement, que les autres. Les autres, en fait, ils ont le timing pour être là au bon moment. Lui, quand il y est, c'est fort. Mais il est pas toujours là au bon moment. Et sinon, ce que je trouve aussi, c'est que pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, où quand il est lancé vers le panier, il sait être fluide et aller chercher le contre. Par contre, quand il doit avoir des changements de direction, il a pas une très bonne. Je compare vraiment au meilleur mec dans ces domaines-là. Hein, mais il a pas une très bonne fluidité des hanches pour changer de direction, se retourner, etc. Ouais, c'est toujours été son problème, ça, ouais. Il a parfois des mouvements parasites aussi, face à des manières de ballon qui sont hyper manipulateurs, il peut se faire avoir par des feintes et des trucs comme ça, et du coup, faire un demi-pas dans la mauvaise direction et du coup être complètement hors de l'action. Donc voilà. Et un gros point, par contre, un assez gros point négatif dans cette technique de protection de cercle, surtout sur drop, ce que je trouve, c'est qu'il défend tout le temps les barres baissées. Oui, mais d'ailleurs, c'est un peu pour ça que tu parlais de la réactivité sur le timing des rotations. Moi, il y a un autre aspect où je trouve qu'il est moins bon que d'autres, peut-être. Pour moi, c'est un bon protecteur de panier, mais c'est plus un playmaker au panier. Quelqu'un qui va pouvoir faire des contres et qui a longueur de bras notamment et de taille et une certaine dose d'explosivité, donc il peut faire des contres, mais il n'a pas du tout la notion d'intimidation en fait. Et je pense que ça rejoint ce côté aussi de, comme tu dis, de pas tout le temps, enfin souvent avoir les bras un peu baissés, mais même on le voit au niveau des chiffres, il n'a pas la même intimidation, il n'a pas la même influence sur l'adversaire de faire tomber la fréquence de tir au panier comme peuvent le faire les tout meilleurs, les Rudy Gobert ou des joueurs comme ça. Donc c'est pour ça que pour moi, en termes de protecteur de panier, je le mettrais plutôt en chapeau 2 que vraiment chapeau 1, parce que on a affaire à quelqu'un qui est un playmaker, mais qui n'a pas ce côté intimidation et qui du coup, d'ailleurs je rejoins aussi sur des chiffres un peu plus généraux de défense, c'est-à-dire que les on-court défensives, donc à quel point est-ce que l'équipe est bonne en défense quand il est sur le terrain, ouais, c'est neutre. En fait ça varie beaucoup selon les années, si Indiana a des bons effectifs ou pas en fait. Et c'est là aussi la différence, c'est que un vrai chapeau 1, si on peut le dire comme ça, en termes de protection du panier,
il apporte un plafond assez sûr, plus haut, et il transcende un peu plus la qualité de l'effectif. On voit que c'est pas trop le cas avec Miles Turner, en fait. Ouais, il t'apporte pas une vraie structure défensive. Oui, c'est ça, ouais. C'est au-dessus de la moyenne, c'est bien, mais c'est pas quelqu'un autour de qui tu peux organiser une vraie architecture défensive. Oui. Après, ça reste bien, hein, ça reste très bien. Ça reste très bien, et sa vraie valeur structurelle, c'est qu'en plus, il a le shoot à 3 points. En plus, c'est ça la valeur, c'est que c'est un protecteur de panique qui a le 3 points. Effectivement, mais ouais, au niveau strictement protection de cercle, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est chapeau 2. C'est un peu ce que je disais au début. Oui. On essaye de le comparer en fait avec les tout meilleurs au final. Alors, il est très bon, mais du coup, en fait, tous les petits défauts qu'on a notés, en fait, c'est ça qui fait que du coup, il est pas au niveau de ces mecs-là. Et donc, si on transitionne vers le classement, où est-ce que tu l'imaginerais dans notre top 10 actuel? Où est-ce qu'on l'insère, Miles Turner? Pour l'instant, moi, je l'ai entre du coup Evan Mobley et Wendell Carter. Tu le mettrais au-dessus de Carter Jr. Ouais. Je l'avais un peu dans cette zone-là, mais je me posais la question avec Carter Jr. aussi, justement. Tu donnes un peu l'avantage avec le meilleur 3 points, le meilleur spacing peut-être, non? Ouais, pour moi, son 3 points est meilleur et je dirais que il est peut-être moins polyvalent. Je pense qu'en termes de protection de cercle pur et dur, il est devant. Après, il est peut-être un peu moins polyvalent, mais du coup, sa protection de cercle, je pense, est plus structurante. Et puis après, je donne aussi, enfin, j'ai vachement donné la primeur aussi à son efficacité en attaque cette année, quand même, parce qu'on classe sur cette année. C'est vrai. Et que cette année, il a juste été hyper efficace. Oui, pour dire, Turner est à plus 12 et Carter est à plus 7 d'efficacité. Ouais, plus 7, donc c'est quand même pas mal, mais Turner est largement plus efficace. Mais tu vois, je pense que si tu me demandes de choisir qui est le meilleur défenseur des deux, j'aime bien la polyvalence de Carter, mine de rien. Et même en attaque, je le trouve plus fonctionnel avec son passing notamment, et un peu plus QI, un peu plus ce genre de choses. Mais effectivement, cette année, et on juge 2023, la protection de panier a été un peu meilleure du côté de Miles Turner, à mon avis, et en plus plus efficace. Donc, ok, faisons comme ça. Mais du coup, petit quiz pour finir. Petit quiz très light, puisqu'on n'est pas dans la centaine, on n'est pas sur des gros quiz, mais on est sur un kické sur le terrain. Ah putain, j'avais zappé ça. Et oui, petit kické sur le terrain, parce que pour essayer de mettre en lumière certaines bonnes actions de la saison, hein, c'est un peu ça le but. Donc, on fait des petites actions comme ça les auditeurs peuvent aller les voir peut-être en même temps. Et du coup, on est sur le 17 mars 2023. C'est un poster dunk de Miles Turner sur Giannis Antetokounmpo. Est-ce que tu es capable de me citer les joueurs sur le terrain? Oui, Miles Turner et Giannis Antetokounmpo. Ça fait 2. Alors, c'est en mars, t'as dit? Ouais, 17 mars. Donc, Haliburton, il devait être revenu de blessure à ce moment-là, donc peut-être qu'il était sur le terrain. Non, pas sur le terrain. C'est un Non, il autre. n'est pas sur le terrain, donc du coup, TJ McConnell. Oui. Ok, TJ McConnell, du coup, il devait y avoir Est-ce qu'il y avait Nembhard? Oui, exactement. Et est-ce qu'il y avait Nesmith? Oui, Aaron Nesmith était poste 4, entre guillemets. Ah, poste 4, donc je peux oublier Isaiah Jackson et Jalen Smith. Ouais. Il te manque plutôt en arrière. C'est vraiment un bon copain, comme on dit. C'est ton pote, quoi. C'est ton buddy, quoi. Ah, ok, Buddy Hield. Putain, moi, tu me dis un bon copain, je pense à la citation de Bafé Gomis qui parlait d'Ivan Gourcuff, mais bon. Et du coup, ça l'aurait pas fait. Milwaukee, du coup, il devait y avoir peut-être Bobby Portis. Oui. C'était la fin de saison, donc il y avait peut-être Joe Ingles. Oui, Joe Ingles, ouais. Joe Ingles, Pat Connaughton, il était revenu de blessure. Exactement, oui. Et je sais pas, Grayson Allen? Non. Ou Drew Holiday? Oui, Drew Holiday. Darling d'Analytics, Drew Holiday sur le terrain. Et plutôt pas mal un poster dunk, hein, donc on vous invite évidemment à aller le voir, à aller voir ce petit clip vidéo, ça fera plaisir. Donc on avance, notre deuxième joueur du jour. Tiens, allons sur Harrison Barnes.
justement. Joueur assez intéressant. Cette fois, j'espère que je ne me suis pas planté dans les stats. 32 minutes et demie par match et 82 matchs. Donc effectivement, au total, ça fait beaucoup de minutes, mais c'est pas notre argument aujourd'hui, on l'a expliqué. 109 de true shooting plus, donc plus 9% par rapport à la moyenne au scoring individuel sur 17% d'usage, donc pas non plus un énorme usage. Et c'est vrai que, pour le résumer, c'est quand même un élément important d'une équipe qui a été bonne cette année. Alors, on va dire que, en fait, là, au final, Harrison Barnes, il est recalibré, on va dire, dans un rôle qui est celui qu'il devrait avoir dans une bonne équipe. Oui. C'est plus, on n'est plus sur l'héritage de ce qu'il avait voulu être quand il était parti des Warriors, de l'époque Dallas, début Sacramento, etc., où il y avait de la création individuelle, du post-up, etc. Là, je veux dire, on est vraiment sur un profil qui est épuré et qui est adapté au maximum de ce que lui est capable de faire, en fait. Donc du coup, en plus, pour le coup, il est à Sacramento dans une équipe qui joue vite. Lui, c'est un bon athlète. Donc, vraiment, il est dans un rôle parfait pour lui. Donc du coup, tu l'as déjà dit, il a fait une saison où il a été efficace ou sur un profil vraiment épuré, quoi. Il prend, on va simplifier, mais bon, il prend des tirs à 3 points et des tirs au cercle. Il est à 70% de fréquence de tirs, soit au cercle, soit à 3 points. Donc c'est très bien. Pour un profil comme le sien, il est vraiment plus orienté maintenant sur un profil finisseur, on va dire, convertisseur davantage que sur un créateur, ce qui lui va beaucoup mieux. On rappelle que le GM des Kings est un ancien des Rockets, si je dis pas de bêtises, des Rockets du Morey Ball. Ouais, et du coup, là, on va dire que si on schématise, il est dans un système, en fait, il est dans une galaxie à 2 soleils, on va dire, où lui, c'est un satellite, c'est un simple satellite, et c'est ça qui lui convient parfaitement, on va dire. Il remplit son rôle à l'aile, c'est un joueur de complément qui, du coup, peut être efficace en utilisant les outils qu'il a à sa disposition. Oui, c'est ça qui est assez appréciable, c'est qu'on a une grande saison d'un rôle limité, mais comme tu dis, aussi un rôle qui lui va mieux que ce qu'il a pu connaître par le passé. Et c'est peut-être aussi une question de contexte, je sais pas, mais évidemment, des role-players comme ça, tu vas les remarquer beaucoup mieux et noter leur impact dans des meilleures équipes, alors que si tu le mets dans une mauvaise, ça se voit moins, ce côté 3&D. Mais pour moi, c'est effectivement un 3&D un peu par excellence, je sais pas, mais en tout cas, un très très bon calibre de 3&D, avec de la bonne défense sur le ballon, notamment pour l'aspect défensif, bonne défense sur le ballon, relativement neutre, en fait, loin du ballon, ça a toujours été un peu comme ça avec lui. D'ailleurs, j'avais noté une stat un peu marrante, qui ne dit pas tout de la défense sans ballon, mais qui dit un peu, c'est au niveau des indicateurs, c'est 0,2% de block percentage, 0,9% de steal percentage. Il n'y a que 2 joueurs en NBA qui font ça ou pire. C'est donc lui et le rookie des Spurs, Malaki Branham. Donc voilà, en termes de, c'est pas du tout un playmaker défensif, mais bon voilà, on a quelqu'un d'assez neutre sur la défense loin du ballon, de plutôt au-dessus de la moyenne au niveau de la défense sur l'homme. Donc ça c'est bien. Et comme tu dis, on rajoute le 3 points et on rajoute une efficacité qui a été très bonne cette année. Et donc oui, sur cette efficacité générale, 1,26 points par tir, c'est 18e de NBA sur 173 parmi les joueurs qui ont minimum 16% d'usage. Donc voilà, on était sur un défenseur et efficace au global, notamment aussi à 3 points. Donc ouais, ça fait un ensemble plutôt pas mal, quoi. Après, le problème, et là où il va être peut-être un peu bas dans le classement, c'est qu'il y a des limitations par rapport à son profil, qui n'a pas de création et qui n'a pas un impact au-delà de ce simple 3&D, en fait. Oui, voilà. En plus, mais même, tu l'as un peu dit, même sa défense, elle reste neutre. C'est un joueur qui est assez passif, on va dire. On va dire que son avantage, c'est en défense, son point le plus fort, on va dire, c'est d'exister, quoi, et d'être bâti comme il est. C'est un mec qui a des mensurations qui sont intéressantes. Donc du coup, rien que par ce biais-là, c'est déjà un avantage, on va dire. C'est compliqué d'être vraiment complètement mauvais, on va dire. Oui. À moins de faire n'importe quoi. Mais il a un avantage, rien que par rapport à des mecs plus petits ou moins bien bâtis, il est plus difficile à exploiter de base déjà. Oui. Donc voilà, mais après ouais, c'est un peu ce que tu disais au final. Ça, on est sur des profils au final qui vont être vachement optimisés dans des équipes qui tournent bien. C'est un peu le latéral au foot en fait. Les latéraux modernes qui défendent pas forcément très bien. S'ils sont dans une bonne équipe, ils vont briller parce que les mecs ils seront tout le temps en phase offensive, ils vont centrer, ils vont être dangereux tout le temps, tu vas les voir. Et quand s'ils se font dominer, ils vont être nuls parce qu'ils vont se faire fumer en 1 contre 1 tout le temps parce qu'ils défendent pas bien. Ouais. Oui, non, mais c'est un peu ça. Et pour le coup, bon, ben voilà, il a aussi la chance. Il est dans une bonne équipe, donc on remarque son impact. Mais oui, il y a des limitations de création, de passing, donc ça, il peut pas le faire. Après, c'est vrai que pour moi, sa grande force, c'est qu'il apporte une flexibilité du côté de Sacramento, de par son poste et
C'est quelque chose où il y a 10 ans, tu sais, c'est les fameux twinners, on savait pas trop qu'ils étaient un peu entre deux postes. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on aime, hein, c'est-à-dire le mec qui est poste 3, mais peut aussi être poste 4. D'ailleurs, je crois que cette année, il a joué entre guillemets poste 4. Mais voilà, je trouve qu'il apporte aussi une certaine flexibilité de par sa puissance défensive et offensive, même parfois. Si tu as un peu un match-up, tu peux l'attaquer légèrement au poste bas ou occasionnellement, mais même surtout en défense, en fait, où il apporte une flexibilité de line-up qui permet aussi de faire des choses différentes. Ah bah clairement, c'était une discussion qu'on avait eue en fait dans le podcast qu'on avait fait, je sais plus, c'était l'an dernier, il y a 1 an et demi, un truc comme ça, où on avait fait un podcast sur les 3&D et on avait parlé d'Harrison Barnes. Oui. Et du coup, je sais que moi, j'avais vachement valorisé en fait ces profils qui te permettaient d'être flexible au niveau de tes line-up. Ce que tu viens de dire un petit peu, les postes veulent pas dire grand-chose, mais ou 3 ou 4, et du coup de moduler en fait la taille de tes line-up sans forcément perdre trop en qualité physique, en taille, etc., te faire défoncer au rebond et des choses comme ça. Ouais, concrètement, c'est d'avoir un spacing bon parce que tu as Harrison Barnes en 4 et que tu perds pas non plus, comme tu dis, sur tout ce qui est post-up, rebond ou voilà, ce genre de choses, quoi. C'est ça, concrètement, c'est ça. C'est le spacing et pas prendre trop cher non plus en défense ou sur les éléments gros, entre guillemets. Ben c'est ça. Et ça rejoint d'ailleurs un peu aussi ce qu'on disait sur le joueur d'avant, Miles Turner. Au final, il y a un match en fait où les Kings ont mis Barnes sur lui. Donc, alors, certes, Miles Turner, c'est pas un mec qui va savoir créer pour lui-même, mais bon, mine de rien, il faut avoir un mec qui va pouvoir le tenir sans que dès que le mec va prendre position à 2 mètres du panier, où il aura juste rien que empêcher quelqu'un de prendre position à 2 mètres du panier, ou s'il est servi, il a juste à finir, ou d'être dangereux au rebond, même si l'exemple de Miles Turner, c'est pas un énorme rebondeur, mais bon, rien que par sa taille, si tu lui mets un mec d'1m60 sur lui, il va le défoncer au rebond, forcément. Donc ça, c'est effectivement, dans un profil de wing, au final, et surtout dans un joueur de complément comme est Barnes, c'est la polyvalence comme ça, c'est un truc important, ouais, pour ce qui te permet de faire au niveau tactique, en fait, en définitive. Ce qui est juste dommage, c'est que s'il avait la défense sans ballon de Robert Covington, il gagnerait sans doute 40 places dans le classement final. Ouais, et puis il est pas si fort que ça au rebond. Si c'était un aussi bon rebondeur, par exemple, que Dorian Finney-Smith ou des trucs comme ça. Oui, effectivement. Et donc, si on transitionne vers le classement, où est-ce que tu l'imaginais atterrir ? Je dirais comme devant Jeremy Grant et Marcus Smart. Après, mais si, ouais, quand même, il fait quand même, dans son profil, il fait quand même une belle saison. Harrison Barnes, je le mets devant Wendell Carter. Mais Wendell Carter, du coup, qui actuellement est 7e. Et ensuite, on a derrière Carter, Marcus Smart, Kyle Anderson, Jeremy Grant. Oui. Je le mets devant ces mecs-là. Tu le mets donc juste derrière Miles Turner, du coup. Pas juste derrière, mais derrière, oui, pour l'instant. Mais avec un écart, mais... Donc ça ferait Miles Turner, ensuite Carter Jr. et ensuite Harrison Barnes. Et devant Marcus Smart et Anderson, du coup, c'est ça ? Après, je sais pas, dans son rôle, Barnes, il est dans un rôle qui est utile quand même, et il est vraiment efficace cette année. Non, ouais, je le mettrais quand même derrière Wendell Carter dans le rôle qu'il a dans une bonne équipe. Je me pose la question moi, sur effectivement Kyle Anderson aussi. Kyle Anderson et Marcus Smart. Parce que tu vois, Smart est moins efficace, mais bon, il y a quand même une certaine valeur de création. On peut argumenter comme ça. Un plus grand impact défensif aussi. Ouais, mais il y a une énorme différence d'efficacité. Oui, bien sûr, mais est-ce que l'impact final, si tu rajoutes le playmaking et la défense aussi, je pense que même Kyle Anderson, finalement, j'étais plutôt dans cette zone-là, moi, le bataille avec Kyle Anderson, qui n'a pas la même efficacité, mais qui a aussi d'autres qualités assez intéressantes. Qui est meilleur partout ailleurs. Ouais. Non, mais effectivement, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Moi, de toute façon, Kyle Anderson, cette année, je pense qu'il faut qu'on le... D'habitude, si tu faisais des classements de ce mec-là, il était toujours disqualifié parce qu'en fait, son shooting était tellement pénalisant que voilà, ça a annulé tout ce qu'il faisait de bien à côté. Mais là, en fait, cette année, il a un profil vraiment complet. Et par rapport à Jeremy Grant, parce que Jeremy Grant aussi... Je le mets devant Jeremy Grant. On va dire qu'on se retrouve dans une case là qui est assez similaire, par contre. Pour le coup, même s'ils font les choses de façon différente, on reste sur des finisseurs qui ont pas trop de création et qui sont des défenseurs moyens, on va dire. Bah après, Jeremy Grant a un peu plus de création quand même, mais moins bon défenseur cette année, ouais. Mais pas trop utilisé cette année, il a été un petit peu plus recalibré dans un rôle de finisseur en catch and shoot et tout. Et pour le coup, dans ce rôle-là, Barnes a été meilleur.
À l'efficacité, il est assez largement au-dessus. Donc, parce que, en fait, Jeremy Grant, si tu veux, 104 de true shooting plus, s'il est dans son rôle de Detroit, c'est très bien. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais dans son rôle de cette année de finisseur, c'est pas si incroyable que ça. Ok, mettons-le là alors. Mettons-le là, si on bataille avec tous ces noms-là, c'est que on doit être à peu près dans la bonne zone. Enfin, quand le dernier mec va arriver et qu'il va devoir insérer des mecs dans cette zone-là, franchement, bon courage. Je sais pas qui tu es, si tu m'écoutes, mais je pense à toi. Toi, l'homme du dernier épisode, courage à toi. Bon, mettons-le là. Alors, mettons-le entre Kyle Anderson et Jeremy Grant, du coup, puisqu'on hésitait un peu. Et donc, petit quiz pour finir, assez rapidement. Nous sommes le 19 décembre 2022, donc, pour refaire un peu les meilleures actions de la saison. Et c'est un poster dunk sur un dieu grec. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, un dieu grec? Allez, petit indice, c'est contre Charlotte. Donc c'est un Sacramento Charlotte. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain sur ce poster dunk de Harrison Barnes? Donc du coup, Barnes, Fox. Pas sur le terrain, non. Pas sur le terrain, donc du coup, Mitchell. Oui, Davion Mitchell, ouais. Monk. Non, pas Monk sur le terrain. Pas Monk, donc du coup, Hurter. Ouais. Ok, Murray. Keegan Murray, oui, effectivement. Ok, le dernier, soit Sabonis. Oui, Sabonis, ouais. S'il y a Kevin Huerter sur le terrain, il y a Sabonis aussi. C'est la règle. Et du coup, donc tu as trouvé le dieu grec ou pas? Non, il y a un jeu de mots, je suppose, mais putain, Charlotte, là... Avec un marteau, ça te dit rien? Un dieu qui a un marteau? Ah oui, Thor, ok, JT Thor. C'est JT Thor, ouais, qui se fait postériser. Mais par contre, c'est pas du tout un dieu grec, c'est un dieu nordique. Nordique, pardon, oui, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Dieu nordique, merci. Ok, après, si tu m'avais dit dieu nordique, j'aurais pas trouvé quand même, mais... JT Thor, ok. Il y aura pas la mélo, parce qu'il a presque pas joué. Il n'y a pas la mélo. Gordon Hayward, peut-être, mais bon, il a pas oui, beaucoup Gordon joué. Hayward est sur le terrain, okay. Oui. PJ Washington? Pas sur le terrain, malheureusement. Non. Terry Rozier? Pas sur le terrain, malheureusement. Ah putain. On est sur le quiz difficile du jour. Hein. Ouais, le quiz difficile, putain, je sais pas. Si je te dis Jamaïcain, ça te parle ou pas? Non. Enfin... C'est un pivot défenseur catch and finish. Jamaïcain, j'ai envie de sortir ta vanne que tu sors toujours du joueur jamaïcain qui a joué à Marseille. Non, il est vraiment jamaïcain là. Il est vraiment jamaïcain. Je sais pas qui c'est. C'était Nick Richards. Ah oui, Nick Richards. Mais il est jamaïcain, Nick Richards, je savais pas. Donc Nick Richards, il te manque un ailier qui a fait du Washington, du Phoenix, du Golden State aussi. Ah oui, ok. Kelly Oubre. Exactement, Kelly Oubre. Et puis il reste un dernier. C'est pas Terry Rozier, c'est pas la Melo Ball, c'est un meneur de ballon, un manière de ballon, passé par OKC, je crois, une année avant ça. Un petit français. Allez. Théo Malédon. Exactement, Théo Malédon est sur le terrain au moment de ce poster dunk. Donc effectivement pas sur un dieu grec, sur un dieu nordique. Bref, avançons. Tiens, abordons le cas de Tyrese Maxey, si tu veux bien. Donc, 33 minutes par match, 60 matchs l'an dernier, même si pas toujours titulaire sur une certaine petite partie des matchs. 104 de true shooting plus sur 24% d'usage. Et c'est vrai qu'il n'a que 22 ans, donc il y a du potentiel, etc. Mais qu'est-ce qu'il vaut pour toi en 2023 ? Alors, on va essayer de partir un petit peu comme les autres. On va faire un petit peu le scouting report attaque-défense, on va dire. Si on commence par l'attaque, alors Maxey cette année, c'est un manieur de ballon, mais il est quand même, déjà on peut préciser au niveau rôle, il est plus dans un rôle de finisseur que de vrai créateur, on va dire. Ouais. Il est utilisé, on va dire, dans de la création secondaire, mais vraiment secondaire pour le coup, parce que Harden et Embiid, c'est des mecs qui ont un fort taux d'utilisation. Donc voilà, on va dire que si on représente un peu le truc, Harden et Embiid, quand ils sont sur le terrain, c'est des schémas assez statiques où ils jouent leur jeu à deux, et Tyrese Maxey, il est dans le corner en gros, on va dire.
Alors, en revanche, du coup, on va partir sur les points forts. Dans ce rôle-là de finisseur, il est bon. C'est un bon scoreur. Parce qu'il a des qualités de vitesse, en fait, qui lui permettent d'attaquer. Si on schématise un petit peu, on peut faire une analogie avec le Houston de 2020, quand il y a Westbrook à Houston. Oui. Westbrook, il profitait souvent de la gravité de Harden quand Harden avait la balle, qui driblait entre les jambes, on savait pas s'il allait faire un step back ou driver. Il y avait toujours une aide du mec qui était dans le slot opposé, en fait, qui régressait un petit peu vers le nail. Alors là, j'enchaîne les anglicismes, mais bon, si je dis clou, je vais passer pour un peintre. Donc l'extrémité, on va dire, de la ligne des lancers francs. Et du coup, Westbrook, là où il était hyper efficace cette année-là, c'est que Harden, lui, il a le bon sens du timing pour juger ses avantages, en fait, et lancer un mec dans cet avantage avec les qualités athlétiques pour l'exploiter. Et Maxi, souvent, il se retrouve un peu dans ces situations. Parce que Harden, alors même si c'est plus que c'était, il est toujours craint, mine de rien, sur le step back. Et quand il est en isolation, surtout en fonction du match-up, les équipes adverses, elles commencent quand même à positionner des aides en pré-rotation, on va dire. Et Maxi, il a souvent bénéficié de ça. Donc, du coup, pour attaquer de façon secondaire, on va dire, et exploiter les avantages qui sont générés par Harden et Embiid. Donc, du coup, dans ce rôle-là, il est très efficace, on va dire. C'est quand même un bon scoreur. Pour sa taille, il est bon. Au cercle, il arrive à être, alors, c'est pas incroyable le cercle. Il est à 57% cette année, mais pour sa taille, c'est quand même assez bon. C'est un bon shooter. C'est un bon shooter en catch and shoot. On peut direct mettre les pieds dans le plat, mais il est quand même à 43% à 3 points cette année. Oui. C'est un bon shooter de pull-up aussi. Donc, c'est quand même un scoreur qui est assez complet. Et puis, dans les zones intermédiaires, on va dire que quand il n'arrive pas à aller jusqu'au cercle, il est quand même assez bon pour essayer de déclencher des tirs. Il a un bon toucher déjà, et puis aussi, il est quand même assez bon pour chercher le contact et déclencher des tirs, on va dire, dans des positions compliquées où il va réussir à avoir le contact et une faute. Par contre, le pendant de ça, c'est que c'est un bon finisseur, mais c'est justement quasi que un finisseur. Si on peut le comparer, il est souvent comparé à Tyler Hero ou Jordan Poole ou des trucs comme ça, mais au final, c'est quand même pas le même profil. C'est un bon scoreur, mais en termes, par contre, de création et de nuance, on va dire, si je peux utiliser ce terme-là, il n'a rien à voir avec ces mecs-là. Maxi, si on schématise, c'est un petit peu, on va dire, le mec il connaît qu'une seule vitesse. Il va à fond, il a pas trop de nuances, il maîtrise pas les changements de rythme, etc. La créativité autour des zones d'écran où il va piéger ses adversaires en réutilisant les écrans ou des choses comme ça, changement de rythme et ces choses-là, il le fait pas. Il utilise l'écran, il va à son rythme, c'est-à-dire à fond, et il apporte pas beaucoup de nuances. Donc, c'est vraiment un finisseur, pas un créateur. Et après, si on étend ça sur le plan de la créativité, si on étend ça jusqu'au playmaking, c'est pas un playmaker non plus. C'est pas un créateur pour les autres. Oui. J'avais récupéré une stat. Si tu filtres parmi les, donc là c'est un filtre uniquement parmi les gardes. Donc bon, ce qui est avec la façon dont ils sont répartis, c'est pas toujours idéal parce qu'on part du principe que Jaylen Brown c'est un garde, alors que bon, qu'est-ce qui nous dit que c'en est un plus qu'un wing, mais bon bref. Si tu filtres sur un taux d'utilisation supérieur à 23%, j'ai mis un filtre minimum de 30 matchs pour que ça élimine les joueurs qui sont un peu des exceptions. Il y a 54 mecs à l'assist percentage et il est 48e. Et les mecs qui sont derrière lui, c'est Jaylen Brown, donc qui est connu pour avoir des problèmes à ce niveau-là. Jaylen Nowell, donc un shooter le cliché du score en sortie de banc, on va dire. Jaden Hardy, Keldon Johnson, Cam Thomas et RJ Barrett. Ouais. C'est pas une bonne zone où il faut se trouver, quoi. Voilà, exactement. Donc du coup, ça c'est clairement un domaine sur lequel il faut qu'il progresse. Après, si je peux juste conclure un petit peu le scouting report en attaque avant de te rendre la parole, peut-être il y a un truc sur lequel il faut qu'on s'arrête peut-être aussi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est hyper bon pour concrétiser les avantages, et il y a une zone dans laquelle il faut savoir concrétiser les avantages, c'est le jeu en transition. Et il est très fort en transition. Oui. Il sait profiter de sa vitesse, et là, du coup, il peut attaquer le cercle avec des défenses qui sont pas prêtes, c'est-à-dire pas avec un mec immense qui l'attend sous le panier, et là, par contre, il est dévastateur.
crois qu'il est numéro 1. Enfin, si tu mets les bons filtres pour éviter les parasites, on va dire, il est numéro 1 au nombre de points par possession en transition. Les joueurs anecdotiques, pas les parasites, les joueurs anecdotiques. Ouais. Mais j'appelle ça les parasites statistiques, on va dire. Mais, oui. Au nombre de points par possession, il est au-delà des 1,4, je crois. C'est une stat assez énorme. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais effectivement, je te rejoins sur beaucoup de trucs que tu as dit. Effectivement, sur le terme finisseur, il faut pas entendre ça dans le sens, il est que à la fin des actions, il est dans son fauteuil, on lui passe les ballons et il shoot, quoi. C'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt dans le sens, il est finisseur, tu lui donnes le ballon, il va scorer pour lui, en fait. C'est quand il touche le ballon, c'est un peu la fin de l'action, même si il y a une dose de création pour lui-même. Du coup, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on est un peu, je pense, aligné sur cette vision-là. C'est pas de la création collective pour autrui ou enfin la création du jeu pour toute l'équipe, en fait. C'est vraiment, tu lui donnes le ballon, et il va principalement scorer pour lui-même. C'est ça. C'est des choses qu'on va dire sur Jaylen Brown, par exemple, plus tard. Aussi. Mais tu t'avances un peu. et c'est vrai qu'une de ses forces, du coup, c'est que il n'a pas forcément ce rayonnement collectif parce qu'il n'a pas de la créativité de haut niveau sur le passing. En plus, il n'a pas forcément la taille. Donc, forcément, il y a des angles de passe qu'il n'a pas, par exemple. Mais dans son rôle, dans son profil, il est efficace, relativement efficace, hein, plus 4% par rapport à la moyenne. Il est au niveau des drives, bon, il est un peu dans la moyenne aussi, on va dire. 1,15 points par tir sur les tirs en fin de drive. Donc, efficacité layup plus lancer franc. Sur des joueurs à plus 8 drives par match, c'est dans la moyenne, hein, 44 sur 80. Donc, les drives, ils brillent pas forcément, mais encore une fois, lié peut-être à sa taille et au fait qu'il n'est pas implacable pour aller au panier comme d'autres. Mais comme tu as dit, il y a aussi un côté, 43% en 3 points, donc 45 au niveau des catch and shoot. C'est tout simplement le 4e meilleur de NBA sur les joueurs à plus de 200 catch and shoot tentés sur la saison. Ouais, et il a 40 en pull-up. Hein. Et voilà, et effectivement, également 40 en pull-up. 13e de NBA là aussi, sur les joueurs à plus de 2 pull-up par match en moyenne. Donc oui, on a un shooter très complet, un slasher compétent. Voilà, quelqu'un qu'on aime bien, qui est bon dans son registre, mais qui ne peut pas être un moteur offensif d'équipe comme d'autres peuvent l'être. Et c'est vrai que là-dessus, je sais qu'il est jeune et qu'il y a parfois des biais un peu de jeunisme, ou en tout cas on s'enflamme pour des jeunes. Mais je sais que quand on dit, c'est pas grave si Harden il s'en va parce que y a Tyrese Maxey qui peut être le meneur du futur, on n'est pas exactement sur le même profil en fait. Je suis d'accord. Là, en fait, j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais, justement à quel point en fait ses coéquipiers, surtout c'est les deux stars qui jouent avec lui, en fait, à quel point il en bénéficie et à quel point aussi il y a peut-être certains domaines dans lesquels ça le gêne un petit peu. Parce qu'effectivement, moi, dans l'analyse, je suis d'accord que, au niveau de son efficacité, nécessairement, il bénéficie de la gravité, en fait, que génèrent ces deux mecs-là. Parce que on en a parlé, l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure avec Harden, mais aussi les contre-attaques. Mine de rien, Harden, c'est un super passeur en sortie de. Il y a un changement de possession, en fait, on va dire. Donc du coup, il est quand même souvent aussi mis dans des très bonnes conditions. Lui, quand il arrive à être dans le dos de la défense sur des passes, on va dire sur des passes de quarterback, un petit peu, on va dire, où Harden le sert sur un plateau. Donc ça, il en bénéficie. Après, en même temps, je trouve que aussi son utilisation, par rapport à un truc que je disais au début, le jeu des Sixers étant ce qu'il est, quand t'as Harden et Embiid et que t'es obligé d'appuyer là où ils sont bons, c'est-à-dire du pick and roll tous les deux, le reste est très statique autour. Et du coup, lui, il est parfois parqué dans un corner. Alors c'est un très bon shooter, c'est bien, mais du coup, tu n'exploites pas toutes ses qualités dans une structure comme ça, on va dire. Oui. Pour moi, il y a des trucs où ils peuvent plus l'utiliser, on va dire, en mouvement, parce que il est hyper rapide et c'est un bon shooter. Donc, alors après, par contre, ils utilisent du Chicago ou du Miami, peu importe comment on l'appelle, pour Harden, en s'inspirant de ce que Mike D'Antoni faisait à Houston. Pourquoi ils le font pas avec Maxey? Parce que si tu le fais de l'autre côté, tu lui ouvres le milieu du terrain. Si le mec passe sous l'écran, c'est un bon shooter. Si tu lui ouvres le milieu du terrain, il est tellement rapide que ça peut être dangereux. Et au pire, si il allume un feu lui, ça veut dire que Embiid, il y aura peut-être un truc à faire de son côté. Parce qu'au final, du Chicago, du Miami, ou même ne serait-ce que du hand-off avec Embiid, en fait, au final, des trucs qu'il faisait avec JJ Redick à l'époque, oui. Dans cette zone du terrain là que j'imagine, qui serait favorable pour un Maxey ou pour qu'il puisse attaquer le milieu du terrain en étant sur sa main droite.
Ils le font plus du tout, ça, parce que c'est dû à Embiid aussi au final, parce que maintenant Embiid, il a changé son jeu par rapport à avant. Il opère vachement de façon arrêtée au niveau de la ligne des lancers francs, et du coup, il y a plus ces actions qui sont mises en place pour le libérer comme à l'époque, parce que maintenant, il se crée un peu plus les occasions tout seul, sauf quand il joue en pick and roll avec Harden. Et c'est là-dessus où, malheureusement, quand on évalue ce qui s'est passé en 2023, là, ça va le pénaliser. Mais on espère que avec Nick Nurse, on aura autre chose pour l'an prochain. Mais il y a ça, il y a ce profil légèrement limité, je pense, en termes d'impact. On n'est pas du tout dans la même catégorie que certains créateurs à plus gros volume. Et l'autre aspect, pour moi, qui va peut-être le faire un peu descendre, c'est la défense. Où je dirais pas qu'on est sur un mauvais défenseur, mais on n'est pas forcément sur un qui ajoute beaucoup de plus-value défensive, je pense, là encore, de par ses mensurations, en fait, parce qu'il est vif, il est assez alerte, mais voilà, certaines limitations aussi en défense de mon côté. Je pense que ça va un peu influencer le classement. D'ailleurs, si on passe sur le classement, où est-ce que tu l'imagines avec tout ça, toi ? Moi, je l'avais, entre mes mecs, je l'avais derrière Miles Turner et je l'avais devant Harrison Barnes. D'accord, donc... Maxi, moi, je l'aurais entre Turner et Wendell Carter, du coup. Entre Turner et Wendell Carter. Tu mettrais Maxi au-dessus de Wendell Carter ? Ouais, parce que et de Marcus Smart. Ouais, je priorise sa création individuelle. Ah ouais. Ça me fait haut, j'avoue que ça me fait haut parce que c'est de la création, mais c'est pas non plus de la création à gros volume ou de la création purement... comment dire ? Bah après, Smart, tu vas me dire si je me trompe, mais moi j'ai l'impression que cette année... alors déjà, il est pas efficace offensivement, mais même défensivement... j'ai pas vu tous les matchs de Boston, mais moi, ce que j'ai entendu dire de la part des gens qui étaient proches du dossier, on va dire, c'est que même défensivement cette année, il a pas été à son niveau, non ? Il a été moins bon, mais je pense qu'en termes d'impact global, d'instinct, je dirais quand même qu'on est. Après, peut-être sur Marcus Smart. Sur Carter Jr., je me pose la question parce qu'on est quand même sur un pivot d'une équipe qui a une bonne défense et c'est un peu la clé de voûte d'une défense et on n'est pas à un niveau de création offensive à ce point élevé pour moi pour que ça passe par-dessus ça, quoi. Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Bah après, franchement, je te l'ai dit tout à l'heure, Wendell Carter, j'ai du mal à juger, je l'ai pas vu jouer cette année, donc... Et tu vois, même Kyle Anderson, je me dis, Anderson, presque la création de Kyle Anderson, elle est plus... elle est meilleure que celle... la création collective, est meilleure que celle de Maxi, ouais. Ben oui, parce que Maxi, il crée un peu de son côté pour lui-même, et finalement, Anderson, il n'a pas le scoring, mais il a la création, il fait tourner un peu l'attaque, mine de rien. Mais ouais, non, je pense qu'on est un peu dans cette zone-là. Peut-être qu'en dessous de Kyle Anderson, c'est beaucoup. Quoique, après, il y a la défense. Je sais pas, toi, d'ailleurs, je t'ai pas interrogé, mais sur la défense, à quel point tu penses que ça fait baisser le profil ou pas ? Ouais, Maxi, moi, je trouve que la défense, elle est assez catastrophique, ouais, pour le coup. Parce que, alors déjà, il est petit, mais... ça veut pas forcément il y a des mecs qui arrivent à s'en sortir en étant petit, en étant agressif, mais lui, c'est un peu, tu vois, pour moi, ça ressemble un peu à du Harrison Barnes, quoi, sauf qu'il est petit et il est passif, en fait. Je le trouve passif. C'est pas un mec qui va faire du stunt, il est, en plus, pour le coup, sans ballon, il est quand même assez souvent perdu. Ouais. Il meurt sur les écrans, donc, non, moi, c'est un profil plutôt très négatif défensivement. Je l'avais plus bas, moi, de mon côté, mais effectivement, je veux bien couper la poire en deux, comme on dit. Au-dessus d'Harrison Barnes, tout de même, non ? Ouais, je le mets si, ouais. Là, par contre, pour le coup, la création individuelle fait passer devant, quand même. Sachant qu'en plus, pour le coup, cette année, Barnes shoot bien, mais Maxi shoot encore mieux, donc... C'est vrai. Je pense que la fourchette haute, elle pourrait aller titiller Marcus Smart. Fourchette basse, beaucoup plus bas, mais mettons-le là. Ok, juste au-dessus d'Harrison Barnes, si ça te va. Faisons comme ça. Et donc, petit quiz pour finir. Évidemment, nous sommes le 20 avril 2023 et nous sommes sur un pull-up à 3 points clutch de Tyrese Maxey contre les Nets en play-off. Sans doute que les fans des Sixers s'en souviennent. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce pull-up clutch au match 3 contre les Nets ? Le match 3, et il y avait peut-être pas Embiid parce qu'il s'était déjà blessé, peut-être, non ? Il y avait Embiid sur le terrain. Il y avait Embiid, ok, il y avait Harden. Il n'y avait pas Harden sur le terrain. C'est à quelle minute du match ? On n'a pas le droit de savoir ? Il reste 40 secondes dans le match à peu près. Ok, il n'y avait pas Harden. Ok, donc du coup, il devait y avoir Melton, du coup.
Oui. Tobias Harris. Oui, Tobias Harris. Et du coup, PJ Tucker. Et PJ Tucker, oui, c'est le 5e. Ok. Et les Nets, il devait y avoir Michael Bridges. Oui, Michael Bridges. Le match 3, c'est celui où Claxton, il se fait sortir, non? Donc il n'y est pas. Il n'y a pas Claxton, effectivement. Du coup, il devait y avoir... Alors après, là, je peux te citer les 3&D en pagaille. Donc il devait y avoir... Donc il y avait Michael Bridges, il devait y avoir Cam Johnson. Oui. DFS. Oui. Dinwiddie. Dinwiddie, oui, effectivement. J'en ai 4 là. T'en as 4, il manque un donc autre. La question c'était... Ah, c'est ok, il joue pas avec un 5, donc du coup c'était... Cam Johnson, je l'ai cité ou pas? Oui. Oui, okay. Et donc c'est Royce O'Neal que j'ai pas cité. Exactement, c'est Royce O'Neal. Ok. Eh bien, avançons. Passons à notre 4e joueur du jour. Grant Williams, si ça te va. Allons sur notre ami Grant Williams. Donc, 26 minutes par match. C'est peut-être un de ceux qui a le plus petit minutage par match de toute la playlist. On va y revenir. On va y arriver d'ailleurs. 79 matchs cette année. 104 de true shooting plus pour Grant Williams sur 13% d'usage. Donc, là encore, un volume d'utilisation, un usage assez bas. Et c'est vrai que la complication pour te lancer, c'est que c'est difficile de le classer, puisque j'ai l'impression qu'il y a un peu une différence entre son niveau et peut-être son statut qui a évolué en cours d'année. Alors, déjà, au niveau du classement, est-ce que on verra à la fin, mais est-ce que du coup son minutage par match le condamne pas à être très bas, puisque du coup tu considères que les mecs qui ont entre 20 et 25 minutes par match n'ont pas les mêmes rôles que ceux qui ont 30 minutes et plus. Oui. Donc déjà ça va être un écueil, faudra voir comment on le traite, mais... Exactement, ouais. Après, sinon, son niveau, moi, ouais, je pense que, j'adore Grant Williams depuis le début où il est dans la ligue. Là, bon, on peut refaire son profil, mais les avantages avec lui, c'est on va dire une assez grosse une même très grosse polyvalence défensive, on va dire. C'est-à-dire qu'il peut te permettre de déployer plusieurs schémas, on va dire. Et surtout du schéma en switch. Là où il a de la valeur ajoutée aussi, on va dire, là où c'est un peu comme ça qu'ils l'ont utilisé en playoff, parce qu'en playoff il a un peu disparu, mais par contre, avec la façon dont il est construit, on va dire entre guillemets physiquement, il t'apporte une bonne présence au poste bas, puisque à défaut d'avoir de la taille, au moins il est quand même compliqué à bouger, et puis il est combatif, il est quand même déjà pour prendre la position, c'est compliqué de le bouger, et après une fois que même il est dans ton dos, c'est compliqué de l'enfoncer jusque dans le panier. Donc, on va dire que à l'est, comme t'as un Joel Embiid sur ta route tout le temps, c'est pour eux, ça avait de la valeur, on va dire. Et puis l'année d'avant avec Giannis aussi au final, où il l'avait mis, c'était lui qui mettait un contrat sur Giannis en priorité. Oui. Donc du coup, et pareil, où il était hyper honorable au poste bas. Donc après, et puis il s'inscrit vraiment dans leur schéma qu'ils ont essayé d'appliquer depuis 2 ans, c'est qu'ils switchent tout sauf Robert Williams, on va dire. Et lui, il te permet de faire ça parce que il est très honnête face à tous les profils. Il est costaud, il a une bonne vitesse latérale. Donc voilà, et il t'offre un poil de protection de cercle, même si ses mensurations font que ce sera jamais un hyper bon protecteur de cercle, mais il fait le taf. Oui, il a pas l'envergure de bras, ouais. Ouais, voilà, il a des bras courts. En fait, quand il est rentré dans la ligue, en fait, on s'est dit c'est le nouveau Draymond Green, mais sur ce point-là, typiquement, il peut pas être Draymond Green parce que, alors pour d'autres raisons aussi, parce que personne peut être Draymond Green à cause du cerveau, tout simplement. Mais déjà, rien que les bras, c'est un truc qui fait qu'il pourra pas être le protecteur de cercle qu'est Draymond Green parce qu'il a pas la longueur de bras. Donc voilà, même si après, du coup, en termes de polyvalence et de ce que ça te permet de faire en termes de flexibilité tactique, c'est très intéressant. Après, juste pour peut-être aborder le côté minutage, oui. Effectivement, je m'en étais pas rendu compte qu'il était autour des 26 minutes de jeu par match, alors que, comme je dis, d'habitude, ils sont presque tous aux 30, ou 28-30, on va dire. Mais en fait, le truc, c'est que avant la trade deadline, donc jusqu'au 15 février,
il est à 28 minutes de jeu par match jusqu'à la trade deadline. 28 minutes de jeu par match sur 58 matchs. Donc on était tout de même beaucoup plus proche d'un gros rôle, quasiment peut-être pas titulaire, mais 28 minutes de jeu par match, pour moi, c'est quand même solide, quoi. Et sauf qu'après la trade deadline, on est retombé sur 20 minutes par match, à peine, avec même des fois où il jouait pas. Et même en playoff, on était à 17,7 minutes par match en playoff, avec même 5 did not play. Ouais. Donc c'est là-dessus où je me dis, bon, effectivement, la moyenne au final est faible, mais tu vois, on a quand même toute une première partie d'année où il est à 28 minutes de jeu par match sur 58 matchs, on rappelle, enfin voilà, 58 matchs, c'est pas rien non plus. Et on va dire que le niveau, c'est pas tant qu'il a baissé de niveau, c'est juste qu'il y avait des problèmes avec le coach, je pense, un peu relationnel, un peu de statut, mais en même temps, bon, comme on mesure ce qui a été aussi, c'est vrai qu'on peut pas non plus mettre ça sous le tapis en disant, bon, ben, on compte que ce qu'on veut, quoi. C'est aussi l'exercice du jour, quoi. Ouais, il y a forcément une histoire, avec le coach ou peu importe, j'en sais rien, mais il y a forcément un truc hors terrain, parce que de toute façon, d'ailleurs, tu parlais de 5 DNP en playoff, mais ça aurait été encore plus s'ils avaient pas rencontré Embiid. Parce que dans la série contre les Sixers, il avait déjà un peu disparu, mais à un moment, il le remet sur le terrain parce qu'il y a Embiid. Oui. Et après, il redisparaît. S'il n'y avait pas eu Embiid, il aurait même encore moins joué. Donc effectivement, il y a eu, sur la fin de saison, il a clairement été écarté, on va dire. On va après, pourquoi, ça, on ne sait pas. Et après, du coup, ouais, si on peut un petit peu continuer vite fait le scouting report, un peu en attaque. Vas-y. Là où on peut noter de la progression, c'est que il a toujours été un connecteur, on va dire, savoir quand se proposer pour poser les écrans, parce que moi j'ai un mec qui est nul sur moi, donc je vais monter poser un écran pour ma star, parce que du coup ça va potentiellement lui filer un match-up avantageux, ce genre de truc. Il y a le ballon, moi je suis weak side, il y a un shooter de mon côté, je vais couper l'espace et je vais aller dans le dos de son mec pour poser un écran où il s'y attend pas, et du coup si le mec fait la passe diagonale, il va être libre pour un catch and shoot à 3 points, ce genre de truc. Mais là où il a progressé au fil des années, c'est sur la qualité de son shoot. On se souvient, de l'histoire où quand il est rentré dans la ligue, c'était censé être un plutôt bon shooter pour son profil, et qu'il avait commencé en NBA, je sais plus, il avait raté ses 22 premiers tirs à 3 points ou un truc comme ça. Ouais. Et depuis, il a fait que progresser. L'année dernière, il avait déjà bien progressé, mais il y a 2 ans, on était encore un peu sur un profil à la PJ Tucker, on va dire, où ça shoot que dans les corners et que quand c'est wide open. Maintenant, il a un petit peu étoffé ça. Il prend de plus en plus de tirs en première intention, de moins en moins dans les corners, etc. Et toujours avec des bons pourcentages. Plus les chiffres exactement sous les yeux, mais cette année, toi, tu dois les avoir. Il doit être aux alentours des 40%, non, à 3 points. C'est ça, ouais. Deuxième année d'affilée à 40% à 3 points. Ouais, voilà. Sur 3,7 tentatives par match. D'ailleurs, petit exercice marrant, si on l'ajuste par 100 possessions, il est à quasiment 7 3 points par 100 possessions. Et donc, si tu regardes que les joueurs à 7 3 points par 100 possessions et tu les classes par efficacité, il est 32e. Donc, on est sur un shooter plutôt pas mal, quoi, on va dire. Oui. Ouais, c'est par rapport au nom que je viens de citer juste avant, c'est pas PJ Tucker, quoi. PJ Tucker, il a jamais réussi à dépasser ça, on va dire. Ouais. Grant Williams, lui, il a réussi à évoluer au-delà du profil où je prends juste les tirs ouverts dans le corner, quoi. Et donc du coup, mine de rien, ça c'est quand même un gros boost niveau spacing, on va dire, puisque du coup tu es dangereux à peu près partout. Donc voilà. C'est vrai que c'est le connecteur ultime en fait, pour un poste d'intérieur, on va dire, parce que il a tout le côté extra pass classique, altruiste et tout ça, mais il y a un côté de short roll, donc les passes après le pick and roll, il reçoit la balle, il fait l'extra pass en mouvement après le pick and roll, donc il y a cet aspect-là. Il y a la pose d'écran, effectivement, qu'on peut rajouter là-dedans. Il y a une polyvalence en fait qui est un peu ultime. Alors peut-être la seule chose qu'il n'a pas, comme tu dis, c'est il n'a pas le côté Draymond de la protection du panier. Draymond, c'est switch et protection du panier, ça il l'a pas. Mais par contre en attaque, il peut tout faire, il peut passer, il peut shooter. Et... Bon, création du scoring, non, pas trop. Mais par contre en défense, on a aussi ce profil de, comme tu l'as décrit, de polyvalence de très haut niveau en défense, assez mobile pour tenir sur pas mal de joueurs, assez costaud pour tenir sur même des Embiid parfois. Donc ça fait quand même un package assez intéressant. Sur les minutes, on verra au final, est-ce que quand on aura fini le top 100 ou petit à petit, est-ce que son impact sur 28 ou 26 minutes ou 25 et quelques est comparable à d'autres? Peut-être qu'effectivement il sortira du classement pour ça, mais la question c'est à quel point est-ce qu'il a été impactant là-dessus. C'est vrai qu'il a certaines limitations, mais moi je trouve un profil très très intéressant.
Ouais, juste, alors moi si je peux compléter un truc, tu m'as fait penser à quelques trucs. Au niveau du passing et dans la comparaison avec Draymond par exemple, c'est que en termes d'exécution, c'est-à-dire de la réalisation du geste, il saura moins faire il est pas du tout au niveau de Draymond, mais par contre, dans la lecture et parfois dans l'anticipation je me propose là, genre, j'appelle la balle, donne-la moi parce que moi j'ai vu un truc, et que si tu me donnes la balle maintenant, moi j'ai un angle de passe que toi t'as pas, et que du coup je vais pouvoir faire un truc. Ça, il l'a un petit peu, et sur ces choses-là, il fait un petit peu penser à Draymond parce qu'il a des qualités de lecture par anticipation des solutions de passe. Ouais. Alors après, sur l'exécution des passes, on n'est pas sur le même niveau parce que Draymond, il est capable de faire des passes avec du toucher, des trucs compliqués, des passes à rebond, etc., en mouvement, à très haute vitesse et tout. Donc là, ça n'a rien à voir, mais il a quand même des aspects qui font fortement penser à lui, pas que en défense. Et niveau classement, du coup, comment est-ce qu'on fait? En fait, si tu veux, son profil, moi, me faisait beaucoup penser à celui de Slow-Mo. Ouais. Parce que très complet. Alors Slow-Mo, il a plus de création balle en main, par contre. Oui, tout de même. Défensivement, ils font un peu penser l'un à l'autre, mais en fait, le shooting est tellement important que pour moi, en fait, Grant Williams, il est plutôt d'office devant Slow-Mo. Ah oui, d'accord. Ok. Parce que, enfin, alors après, une fois encore, Slow-Mo, attention, 100 de True Shooting Plus cette année, c'est très bien parce que il met les shoots dedans. Mais après, la valeur structurelle de ce truc-là pour ton attaque, ça t'apporte rien. Les mecs, ils se disent pas, il est à l'efficacité moyenne. Ils se disent c'est slow-mo et ils compriment quand même ton spacing. Oui, mais comme là, c'est pas forcément comparé à efficacité sans ballon, quoi. Il y a aussi un côté création balle en main de Kyle Anderson qui est plus important. Ah oui, non, je suis d'accord. Ouais, mais sauf que, est-ce que, pour moi, le shooting de Grant Williams, ça a plus de valeur que la création tertiaire balle en main de Kyle Anderson, je pense. Oui, ça me paraît pas fou, ouais. Après, je pense, par contre, si on rentre dans la comparaison en défense, je pense, par contre, que Kyle Anderson est meilleur en protection de cercle. Quand bien même Oui. son profil, quand on les regarde physiquement et puis surtout les billets qu'on a, je pense, parce que Kyle Anderson, quand il est rentré en NBA, c'était plus, on le voyait plus comme, si on schématise les postes, mais comme un 3, je pense, juste qu'il avait pas de shoot, qui a maintenant évolué, on va dire, parce que la NBA qui s'est modernisée, il est plus sur un 4, donc on a peut-être ce biais-là, et du coup de se dire que c'est pas nécessairement un protecteur d'arceau à la base, mais il est bon là-dedans. Et je pense qu'il est meilleur que Grant Williams, qui lui, on a peut-être ce biais de se dire que c'en est peut-être un bon parce que il y a la comparaison avec Draymond Green. Oui. Sur ce point-là, je le mets devant défensivement. Oui, je pense qu'il est meilleur en protection du panier. Peut-être moins mobile, plus vulnérable peut-être dans le périmètre un peu Kyle Anderson. Mais les bras déjà, voilà. Mais donc tu le mettrais devant Harrison Barnes, Grant Williams, devant Jeremy Grant, voire même devant Quentin Grimes. Et après, du coup, la question, c'est est-ce qu'on le met devant Smart? J'avoue que ma fourchette basse pouvait aller jusqu'à Quentin Grimes, moi, parce que sur le minutage, voilà, le statut qui a été un peu plus faible, mais voilà, vraiment la fourchette basse et la fourchette hausse pouvait aller jusqu'à Marcus Smart, mais tout de même en étant moins bonne derrière Marcus Smart, je pense. Assez clairement même, d'ailleurs. Ben moi, à la base, du coup, comme tu m'avais dit, si tu veux tout savoir, comme tu m'avais dit, les mecs qui ont des petits rôles, limite, c'est handicapant, pour moi, je l'avais avant-dernier devant Gordon Hayward. Mais après, comme au fil de la discussion, on s'est dit, oui, mais il a 50-60 matchs à 28 minutes par match, je l'ai remonté. Pour moi, de toute façon, Grant Williams, ses profils, quand même, pour le coup, en termes de cases dans lesquelles le mettre, c'est slow-mo, là, dans la liste qu'on a, c'est le plus proche. Et après, par rapport à Maxi, parce que là, je réponds pas à la question. Je pense que c'est quand même mieux si Maxi, c'est ton troisième meilleur joueur, c'est quand même mieux d'avoir Maxi que Grant Williams. Oui, c'est pour ça que je voulais le mettre juste en dessous de Grant Williams, de Maxi, du coup. Ouais, faisons ça. Ok. Mais bref, donc petit quiz pour finir. Petit quiz, nous sommes le 10 décembre 2022. Ah non, pas du tout, je suis sur la mauvaise page. Décidément, je fais n'importe quoi. Petit quiz pour finir. Nous sommes le 7 mars 2023. Est-ce que tu connais ce match? C'est le match de I'll Make Them Both. Ça te dit quelque chose ou pas? Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette fameuse phrase « Je vais mettre les deux lancers francs » il n'en met aucun. Oui. Bah, Grant Williams et Donovan Mitchell déjà. Ouais, ah oui.
Donc du coup, Cleveland, je vais pas prendre de risque. Hein. Je vais dire Garland, Ouais, Mobley et Allen. ouais, très Et classique. après, est-ce que c'est Okoro? Non, c'est pas Okoro. Donc est-ce que c'est J.D. Osman? Non, Ok. Ah oui, merde, Caris LeVert. exactement, Caris LeVert. Ok. Bah, il devait y avoir Tatum, il devait y avoir Brown, il devait Et y non, avoir... il n'y avait aucun des deux. Il y avait ni Tatum ni Brown, justement. Ah ouais? Bah alors du coup, il devait y avoir Derek White, forcément. Non, pas sur le terrain au moment du deuxième lancer franc. Bon, bah là, par contre, il me reste plus personne. Donc, Brogdon? Non. Ah si, pardon, il y avait Jalen Brown, effectivement. Excuse-moi, il y avait Jalen Brown, mais il n'y avait pas Tatum. Donc, on a Grant Williams, Jalen Brown. Et il n'y a pas Derek White ni Brogdon. Non. Ben donc, il y a l'autre, par contre. Si ce n'est pas Brogdon et si ce n'est pas White, c'est... Ah bah, Peyton Pritchard. Ben non, Ah non, Marcus Smart, pardon, Marcus Smart. Marcus Smart. Putain, ouais, je suis parti. Marcus Smart. Donc, Smart, Williams, Jalen Brown. Et après, c'est 2 rebondeurs. Alors Ford? Non, Alors après, Ford. c'est 2 gros rebondeurs dans un jeu très, 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 très réduit. Ah, Blake Griffin? Ouais, Blake Griffin. Et ah putain merde, et celui qui saute loin des tirs à 3 points là. Exactement. Si je te dis glace. Comment il s'appelle? Putain, j'ai bouffé son nom. Comment il s'appelle déjà? Tu sais, les boules de glace, tu les mets dans un. Ah oui, ok. Ah putain, le jeu de mots de merde. Le cornet. Le cornet, Luc Cornet. Effectivement. Effectivement, Luc Cornet. Mais bref, finissons du coup avec Jalen Brown, évidemment, le plat du jour. Jalen Brown, alors cette fois, je me suis pas trompé, 36 minutes de jeu par match, 67 matchs, 100 de true shooting plus et 31% d'usage. Ça, c'est bon. Donc, efficacité pile au niveau de la moyenne sur un gros volume d'utilisation. Et c'est vrai que, pour te lancer très simplement, on est peut-être sur un des cas les plus polarisants de toute la NBA actuellement, je pense. Oui, est-ce que ce serait pas le nouveau Russell Westbrook? Mais oui, très polarisant. Alors, enfin moi de toute façon, du coup, là, je suis contractuellement obligé de le fracasser. Hein. Moi, mon objectif, c'est de rentrer dans le chan des Celtics comme Stephen A. Smith dans le mime là où il a le chapeau de cow-boy et le cigare, hein, très clairement. Donc non, mais par contre, plus sérieusement, si on fait un petit peu une approche scouting report, on peut commencer par le positif, le scoring. C'est un scoreur quand même très efficace d'à peu près partout. À 3 points, c'est un peu moins le cas, mais par contre, à mi-distance, sur des tirs avec des appuis pas posés, il a quand même, par rapport à ce qu'il était censé être à la base, au final, quand même un bon toucher, mine de rien, parce qu'il arrive à quand même mettre des shoots très compliqués en déséquilibre à mi-distance. Il est assez dévastateur au cercle. On va dire, il est à 71% cette année, 71% sur si on enlève les pivots qui font que dunker et les choses comme ça, mais si on part plus sur les créateurs, il est au niveau quasiment des LeBron, des Doncic, des mecs comme ça, quoi. Il y a pas grand monde qui discute avec lui. Il a un package physique qui est quand même assez impressionnant en termes des outils qui sont nécessaires pour scorer et notamment pour attaquer le cercle. Il a quand même une fluidité athlétique qui est quand même assez pratique pour faire les doubles pas, pour attaquer le cercle, les Eurostep et les trucs comme ça. Et puis combiné avec quand même une explosivité qui est quand même assez rare. Juste préciser, effectivement, tu parlais de l'efficacité au panier, de tous les tirs au panier, donc drive, mais aussi des lay-ups, de la transition, des cuts, etc. Mais effectivement, même sur les drives en eux-mêmes, on est sur un Jalen Brown qui a jamais été aussi efficace, parce qu'il est à 1,29 points par tir sur des tirs en fin de drive. Le chiffre à la limite, on s'en fiche, mais sachez que sur des joueurs qui sont à plus de 10 drives par match, il y en avait 48 en NBA l'an dernier, et il se classe 9e sur 48 au niveau de l'efficacité. Donc, efficacité lay-up plus lancer franc, la productivité globale. Donc, effectivement, on est sur une grosse année de drive, notamment pour Jalen Brown. Voilà. Voilà pour le positif.
Tout le monde, moi, je pense que je suis quand même dans la fourchette basse sur Jaylen Brown. Je trouve qu'il fait partie des joueurs actuellement qui sont les plus surcotés. Je vais expliquer pourquoi. Je trouve qu'en attaque, en fait, toutes les qualités qu'on a citées au scoring jusqu'à présent, elles sont quand même entachées et ternies par des défauts qui sont un petit peu dommages, je trouve. C'est-à-dire que on a un profil qui est très atypique parce que normalement les mecs qui ont ces qualités que lui a au scoring, ils sont pas aussi mauvais sur le reste. C'est-à-dire que lui, il a en termes de, alors ça va être hyper sévère ce que je veux dire parce que le terme que je vais utiliser est péjoratif, mais en termes de QI basket, je pense en termes de QI offensif, il est quand même assez limité parce que moi je trouve que au niveau de la prise de décision, c'est là où les gens parlent beaucoup de son dribble, mais il n'y a pas que ça pour moi. Ouais. La prise de décision, c'est-à-dire il y a un avantage qui est créé à un autre endroit du terrain, lui il ne le voit pas, il va garder la balle pour analyser la situation, est-ce que j'attaque mon match-up, etc., est-ce que je bouge la balle, et on parle pas de faire 250 jab step comme Melo et de garder la balle pendant 10 secondes, mais des fois c'est juste une demi-seconde ou une seconde de trop et l'avantage disparaît. Ensuite, en allant au-delà des timings aussi, c'est parfois les décisions pures et simples de quoi faire, sans parler de trop tôt ou trop tard. C'est parfois les décisions de quoi faire, c'est-à-dire, par exemple, là j'ai une position tout de suite en tête en playoff contre Miami, 20 secondes, voilà, j'exagère peut-être 18 secondes sur l'horloge. J'attaque Bam Adebayo à 1 contre 1 alors que Tatum a Duncan Robinson ou Max Strus sur lui. Alors que le plan de jeu des Celtics, c'est de se débrouiller pour que Duncan Robinson, en priorité, ou Max Strus soit sur lui, quoi, et de lui filer la balle. Donc voilà, ce genre de truc en termes de prise de décision. Et après, si on élargit un petit peu aussi sur la création globale et le passing, mais ça, c'est des trucs, par contre, qui sont plus connus, on va dire, par le grand public, entre guillemets, c'est-à-dire ces problèmes au niveau du dribble et ces problèmes en termes de création, en termes de passing. On connaît tous les stats d'assist to turnover ratio qui sont à 1, voire négatifs, ce genre de choses. Jaylen Brown, le problème, c'est que c'est un super scoreur, mais qui a des défauts qui, en partie, en font un attaquant, on va dire, pour les critères de star, qui en font un attaquant plus neutre que ce qu'on pense, parce que ces défauts, en fait, compensent négativement ses qualités, en fait. Oui, mais pour moi, on est un peu dans le cas classique de la fameuse notion dont on parle tout le temps, le casseur versus le terrasseur. Et on est justement, tu as parlé du QI basket, et si on englobe avec le passing, c'est pas quelqu'un qui va être un casseur de défense au sens moteur offensif d'équipe. C'est pas quelqu'un qui va pouvoir créer du jeu pour le collectif. C'est plutôt un mec qui du coup fait son attaque de son côté. Et pour moi, tu vois, le côté, bon, il peut pas aller sur sa main gauche. Pour moi, c'est assez gadget en fait, comme défaut par rapport à tout le reste en fait, ouais, par rapport au fait que il a des limitations de playmaking qui sont plus importantes pour moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout de même, ça montre que c'est un indicateur de certains éléments du fait que c'est pas un athlète fonctionnel avec la balle depuis toujours. Il a fait d'énormes progrès au niveau du dribble, il partait de très très loin, mais il n'a pas ce côté très fluide, naturel, justement d'évolution en mouvement où il est à l'aise en mouvement. Et bon, le fait qu'il puisse pas aller à gauche montre un peu ça, ce côté-là aussi en un sens. Mais voilà, pour moi, ce qui est un peu plus dérangeant pour moi, c'est que on est dans ce profil non pas casseur de défense au sens collectif, qui va pouvoir créer pour autrui, qui va pouvoir créer beaucoup de décalage dans une défense, etc. On est plutôt dans le profil terrasseur, donc plutôt, pour le traduire, le mec qui met ses points de son côté, mais qui ne les met pas avec une si bonne efficacité que ça, finalement. C'est un peu ça aussi le problème que j'ai, c'est d'une part, c'est pas quelqu'un qui, encore une fois, peut être un moteur offensif à l'échelle collective, mais d'autre part, c'est aussi quelqu'un qui, dans son rôle, n'est pas le meilleur, quoi. On parle il y a d'autres profils comme ça, hein, notamment le plus connu, Kevin Durant. Kevin Durant, il va pas te tirer ton attaque vers le haut de par son playmaking, ou voilà. C'est plutôt mettre des points, mais Kevin Durant, il le fait avec une efficacité qui est monstrueuse. Ou Kawhi Leonard aussi. Peut-être pas maintenant, parce qu'il a un peu plus de passing, mais à l'époque, Kawhi Leonard, c'était un peu ça. Et le truc avec Jaylen Brown, c'est qu'on est au niveau moyen d'efficacité de NBA, c'est quand même pas idéal, quoi. Parce qu'il a pas un assez bon 3 points, et qu'il n'y a pas assez de lancers francs. Mais par contre, du coup, si je complète un petit peu, et si je vais un petit peu plus loin sur ta distinction, parce que certes, il y a la distinction à faire que toi, tu as un petit peu inventé,
casseur, terrasseur. C'est vrai, mais en même temps, dans les profils que tu vas catégoriser, c'est un petit peu ce que tu as dit en parlant de Kawhi. On va classer là-dedans peut-être des mecs comme, tu l'as dit, Durant, des Booker, des Lavine, même Kawhi peut-être. Mais le passing de Jaylen Brown, il est à des années-lumière de ces mecs-là. Ces mecs-là, c'est pas des Trae Young ou des mecs comme ça, mais c'est quand même des plutôt bons passeurs. Tu veux dire qu'il y a même une hiérarchie au sein de cette catégorie, il y a même une hiérarchie de passeurs, quoi. Ah bah, en tout cas, lui, il discute pas avec ces mecs-là. Enfin, genre, je suis pas sûr que le grand public, par exemple, se rende compte de la différence qu'il y a. Zach LaVine, pour une star, n'est pas un passeur incroyable, ou même des Brandon Ingram ou des mecs comme ça, mais Jaylen Brown, il discute pas avec ces mecs-là niveau passing. Oui, je suis un peu d'accord. Ouais. Je suis un peu d'accord. Mais alors, tu vois, pareil, au niveau efficacité, encore une fois, moi, ça me dérangerait moins si c'était quelqu'un de pas hyper efficace, mais qui a du passing et qui peut créer du jeu, ou alors l'inverse, ou alors quelqu'un qui a moins de création, mais qui est hyper efficace. Et le problème, c'est que si on regarde les joueurs à plus de 30% d'usage cette année, il est 18e sur 22 à l'efficacité, du coup. Donc c'est 18e sur 22, c'est pas idéal. Et au niveau d'un autre indicateur, donc plutôt pour le passing, le fameux assist percentage divisé par l'usage percentage, donc à quel point tu fais des passes selon le nombre de ballons que tu reçois, il est 22e sur 22. Parmi les joueurs à 30% d'usage, il est dernier en fait. Hein. Il fait pas beaucoup de passes, pas du tout, c'est par rapport au nombre de ballons qu'il reçoit. Donc voilà, Après, on va peut-être nous trouver sévère, mais parce que effectivement, pour le côté, les qualités, vous les connaissez, et parce qu'on le compare avec une catégorie de stars, évidemment, donc on peut nous trouver sévère, mais parce qu'on va pas expliciter qu'il est meilleur que des Wendell Carter Jr. ou quoi, mais c'est vrai qu'on est un peu plus dans la nuance, quoi. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il y a peut-être parce que une fois encore, les gens du Discord vont le savoir, mais il y a potentiellement pas que eux qui écoutent. J'espère pour toi, en tout cas. Je trouve que l'opinion générale a vachement basculé sur lui parce que le biais du truc récent qui s'est passé, c'est sa dernière série contre le Heat, où là, il y avait une opinion générale qui était hyper favorable pour lui. Il a été second team All-NBA, etc. Si tu faisais des classements de joueurs à la fin de la saison, je pense que le consensus global aurait été qu'il était plus ou moins top 20, voire peut-être chez même certaines personnes limite aux portes du top 15. Et ça s'est limite complètement retourné à cause de sa mauvaise série, parce que l'importance des playoffs, etc., alors que c'est des échantillons courts pourtant, et que c'est le dernier truc qu'on a en tête. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les trucs qu'on dit là, nous, tu nous aurais fait faire ce podcast-là avant les playoffs, on t'aurait dit la même chose. Oui, effectivement. Je pense que c'est important à dire quand même. Parce que pour moi, sa série contre le Heat, c'est un profil comme lui, le fait qu'il mette ses shoots ou pas, ça changerait à la qualité de ses matchs, en fait. Puisque ses décisions seront toujours les mêmes, il va prendre les mêmes shoots, et c'est ce qu'on appelle un tough shot maker, en fait, ce mec-là. Tough shot taker. Et taker aussi. Il va les mettre et des fois il va pas les mettre. Mais en fait, le fait qu'il les mette ou pas, alors bien sûr que ça va te faire perdre ou gagner sur un match, mais ça change pas la qualité de son match en termes des décisions qu'il prend ou les choses comme ça. Ça reste le même joueur. Il fait pas des erreurs qu'il aurait pas. Ça n'a pas été un joueur différent en fait. On aurait eu la même analyse s'il avait fait une bonne série au shoot. On aurait eu la même analyse avant les playoffs que ce qu'on est en train de dire là. Oui, non, mais effectivement, on est sur quelqu'un qui a un régime de tir assez compliqué. C'est aussi comme ça qu'on explique sa mauvaise efficacité, alors que si on décompose par zone, il n'y a aucune zone où il est mauvais. Alors peut-être pas par le 3 points, c'est vrai, il est cette année largement en dessous de la moyenne. Il est à 33 par rapport à 36. Ouais, et d'ailleurs, il est à 33 en catch and shoot aussi. Oui. Et puis, là où il est plutôt pas mal, c'est du coup dans la mi-distance, mais c'est pas des tirs qui sont très rentables en soi, et comme il en prend beaucoup, du coup, oui, quand on calcule la productivité globale, ça lui fait pas forcément gagner des points. Mais il en prend des très difficiles, par contre. Hein. Attention. Voilà, parce que exactement. Il est à 46% sur les pull-ups à 2 points. Quand tu vois la gueule des tirs qu'il prend, c'est quand même, ça, par contre, c'est quand même très fort. Le problème, c'est ce que tu dis, c'est que au final, ça reste 92 points sur 100 possessions. Petite stat qu'on est un peu obligé de citer, évidemment, pour illustrer ce côté non créateur de jeu. Les fameux WoWi, with or without you. Quand on a à la fois Tatum et Brown sur le terrain, on est sur
116 d'offensive rating, 116, c'est plutôt pas mal sur les X dernières années, hein, sur les 3 ou 4 dernières années j'ai pris, donc des gros échantillons. Et donc les deux sur le terrain 116, quand il y a que Tatum c'est 118 et quand il y a que Jaylen Brown c'est 112. Donc voilà, on a un vrai l'impact qui se mesure directement et concrètement de cette différence, donc c'est pas négligeable. Et alors juste pour te lancer aussi au niveau de la défense, qu'est-ce que t'en penses toi? Alors au niveau de la défense, on est sur un mec qui sur la d'ailleurs c'est pas toi, t'es un scout, t'as fait ton beurre aussi sur le scouting de mecs qui sortaient de la fac à l'époque et sur le scouting draft. Au niveau des outils, on est sur quelque chose d'assez ouf, quoi. On va pas se mentir. Et en plus, lui, c'était un prospect à la base défensif. S'il se développait bien, c'était un play and deal, mec, en fait. On était sur les profils, on était sur ces profils-là. Après, je pense que s'il se fait drafter aussi haut, c'est que justement, il y a un peu l'espoir du développement de son potentiel offensif. Mais oui, à l'époque, il était plus sobre. Et donc, du coup, si on parle de la défense, pour le coup, en fait, son profil, c'est quand même complètement, alors pas complètement, parce que c'est pas devenu un créateur, mais c'est devenu un meilleur attaquant que ce que c'est un défenseur. Oui. En fait, au final, c'est Tatum en fait qui est devenu un excellent défenseur et lui il stagne voire il régresse parce que je pense que c'était même un meilleur défenseur avant que ce qu'il est devenu avec son plus gros rôle offensif. Disons que sur l'homme il peut être plutôt pas mal. Je pense que là où les fans des Celtics se sont bien arrachés les cheveux cette année, c'est surtout la défense sans ballon. Dessus, on parlait de Barnes qui était un défenseur très neutre sans ballon. Je pense qu'il y a des moments cette année où Brown était un peu négatif, carrément par séquence, et même sur la défense on-ball. Bon, après, on va pas non plus trop l'amplifier parce que c'est les playoffs et on mesure pas que les playoffs, mais voilà, la série contre Miami, il n'était pas du tout utilisé comme premier défenseur sur des gros attaquants. C'était même un peu l'inverse, quoi. C'était même on essaie de pas trop le mettre face à Butler ou autre, quoi. Donc voilà, il y a eu une certaine aussi irrégularité malheureusement sur le côté défensif. Off-ball, on la connaissait, et un peu plus de déficience. On-ball, il est plus compétent mais irrégulier. Peut-être dû aussi, comme tu dis, à son explosion offensive. Forcément, il y a moins d'énergie à dépenser, peut-être. Je ne sais pas. Après, ça s'entend plus sur des énormes moteurs offensifs. Lui, je suis pas sûr que ce qu'il fait en attaque justifie de pas pouvoir faire le taf en défense. Alors après, je veux bien sur un match en janvier à Charlotte, il y a pas de souci, mais la charge qu'il a offensive ne justifie pas pour moi son niveau défensif en playoff, en tout cas, tout du moins quand les matchs comptent. Ouais. Et si on va le tourner autrement. Si les Celtics veulent atteindre leur plein potentiel, pour moi, pour moi, c'est plus facile pour Jaylen Brown d'atteindre un joli plafond défensif que offensif, parce que offensif, là, les trucs où il est fort maintenant, il est tellement fort qu'il shoot à 71% au cercle, il shootera jamais à 90%. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et ses défauts sont tels que, en termes de vision, de création et tout, ça peut peut-être progresser de façon légèrement incrémentale, mais ce sera jamais un vrai créateur. Non. Tandis qu'en défense, c'est là où il y a plus de gras à aller chercher pour moi. Oui. Ou alors faire évoluer un peu son régime de tir, aller plus au panier ou ce genre de choses, mais pour moi on est plus dans le truc qui sortirait un peu de nulle part, quoi. Je pense que déjà on a un très très bon attaquant qui a son profil avec avantages et inconvénients. Et pour moi, si un jour il doit être All-NBA, c'est qu'il y aura un vrai step-up et que d'un coup, il est aura un vrai All-NBA, attaquant. Non, All-NBA First Team, pardon. Il est All-NBA. Oui, je voulais dire First Team. Si un jour il est First Team All-NBA, c'est qu'on aura eu un vrai step-up, une vraie augmentation de son efficacité. Et dans son profil, s'il était vraiment très très efficace, là ce serait encore meilleur. Je pense pas que son régime de tir va changer. Je pense pas qu'en lui filant un contrat à 300 millions, tu vas lui faire accepter l'idée qu'il faut qu'il ait un régime de tir plus sobre. Oui, c'est pour ça que je parlais de assez improbable, mais voilà. Et puis, je pense aussi que s'il prend ses mi-distances, bon, déjà, il les aime bien, mais c'est parce qu'il n'a pas non plus la capacité à aller au panier de manière plus implacable, aussi implacable que d'autres aussi. Donc, à ce côté-là, on est obligé un peu, enfin, on est obligé, non, on le fait avec plaisir. il y a un épisode de Dunk Hebdo avec Azad où il parle justement de l'association Jason Tatum et Jaylen Brown. On vous encourage à aller l'écouter, évidemment.
Et donc, au niveau du classement, si tu es prêt, on peut y aller. Où est-ce qu'on le place? Pour être honnête, moi, à la base, je l'avais mis entre George et Bill parce que et parce qu'il a 800 minutes de plus que Bill. Mais par contre, si tu me dis que les minutes comptent pas, pour moi, je le mets derrière Bill. Tu le mettrais carrément derrière Bradley Beal, alors? Bah ouais, parce que la saison de Bill, si Jaylen Brown n'est pas très bon défensivement, qu'est-ce qu'il a de plus que Bill, en fait? Parce que Bill, en plus, cette année, alors, je vais regarder, hein, mais il est hyper efficace, ou je dis une connerie. Pas tant que ça, justement. On est à 102 de true shooting plus pour Ah Bradley ouais, Beal. ok, je voyais. Ah ouais, putain, je me suis planté, je voyais mieux que ça. Encore plus mauvais en défense, je pense, tout de même. Hein, parce qu'on Oui. on a parlé des on irrégularités de Jaylen Brown, mais Bradley Beal est un peu plus mauvais que irrégulier. Oui. Non, clairement. Ah ouais, ok, d'accord. Il est à quoi? Il est à 102. Ah ouais, je le voyais mieux que ça. Après, Bradley Beal a plus de playmaking aussi, on peut argumenter comme ça. Ben moi, je suis vraiment fourchette basse, hein, sur Brown. Moi, je préfère Bill, hein. Parce que quand je disais effectivement, si Brown n'est pas fort défensivement, je dis pas que ça se vaut, mais pour moi, c'est là où il doit faire la différence, en fait. Et il la fait pas assez pour que ça compense là où Bill est meilleur en attaque. Oui. Parce que Bill, c'est pareil. Moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur si on part du principe que c'est un peu tous des terrasseurs, il y a quand même une hiérarchie là-dedans. Et Bill en playmaking, c'est ce que je disais tout à l'heure. Brown, ça discute. Je suis désolé, mais ça discute pas avec Bill en playmaking. Ouais. Bradley Beal n'est pas un moteur offensif non plus, mais en même temps, il a très peu en NBA. Hein. Mais il est quand même pas au niveau de Jaylen Brown qui effectivement n'a vraiment pas du tout de playmaking, quoi. Donc oui, bah en fait toute la question c'est, il y a pas de bonne réponse, j'ai l'impression. C'est est-ce que la défense de Brown qui est meilleure compense ou pas l'impact offensif de Bradley Beal? Et puis même, je préfère le scoring de Bill. Oui, ça peut s'entendre. Ouais. Ça peut s'entendre. Je regarde au niveau des 3 points. Pas une grande année non plus, hein, pour Bradley Beal, mais non, il n'y a pas une grande année, mais bon, après, il est à 36,5 alors que Brown est à 33 quand même. Oui. Après, je pense que, et pour être honnête, je pense que Brown vaut quand même mieux que 33 aussi. Oui. Dans les deux cas, ouais. Je pense que c'est un meilleur shooter que ça. Parce que bon, au moins, on va dire des trucs un peu positifs parce que ça fait 20 minutes que je le fracasse, mais par contre, je pense que pour le coup, Bill, malgré les qualités athlétiques de Brown, c'est dans toutes les zones, je pense que, alors sauf qu'une fois que Brown arrive à être au cercle, mais globalement, si on panache un peu tout, je préfère le scoring de Bill. Oui, je comprends. Je pense que si quelqu'un à ta place avait argumenté Brown au-dessus de Bill, j'aurais cédé aussi. Ça dépend des pondérations, encore une fois, mais ça me va. Mettons-le là. Donc, ok. Alors, avant de rappeler le classement final, qui a pas mal bougé, il faut suivre. On fera le bilan. Mais le petit trivia, du coup, évidemment, alors que j'ai encore une fois perdu ma page, mais je vais la retrouver. Petit trivia, bien sûr, nous sommes le 29 octobre 2022. Et c'est un poster dunk sur Donovan Mitchell. Est-ce que ça te parle, ça? Un poster dunk sur Donovan Mitchell. Encore les Cavs, d'ailleurs. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? C'est quoi la date? 29 octobre 2022. Tout début de saison. Donc Jaylen Brown, Donovan Mitchell. Les Cavs, je vais retenter pareil. Hein, je vais retenter Garland. Ouais. Allen. Non, d'ailleurs, pas Garland. Pas Garland. Mitchell, oui. Allen, oui. Mobley, oui. Ah mais oui, Garland, c'est quand il s'était fait, il avait un problème à l'œil. Oui, c'est le début de saison, ouais. C'est le début de saison, il s'était pris un doigt dans l'œil au premier match. Donc du coup, Rubio? Non, pas Rubio. Je vais tenter des. Si je te dis bleu, rouge ou Caris Levert. Caris Levert, ouais. C'est scandaleux. Caris Levert. Donc, par contre, Dean Wade, tu m'as dit non. Et Dean Wade, non. C'est bon. Oui, c'était Dean Wade, ouais, effectivement. Donc, Mitchell, Evan Mobley, Caris Levert, Jarrett Allen et Dean Wade. Et côté Celtics, alors? Tatum, oui. Horford, effectivement. Est-ce que dès le début de saison, Wade n'était pas titulaire? C'est Smart, du coup? C'est Smart, oui, effectivement. Et le dernier, un peu improbable. Sam Hauser?
Non, si je te dis glace. Ah non, le cornet. Exactement. si je te redis glace, là, cette fois, tu l'as. Non, mais quand tu m'as dit improbable, ça suffisait. J'ai pensé à Hauser, je sais pas pourquoi, mais après, il me restait Cornet et Pritchard. Ou Blake Griffin, c'est normal. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas en tête, je vous encourage à aller le voir. Plutôt pas mal, hein, Pasternak de Jaylen Brown sur Donovan Mitchell. Mais bref, donc le classement final, si je le retrouve, donc pour l'instant, après 3 épisodes, nous avons un top 15, ça y est. Trae Young, numéro 1, Paul George, numéro 2, Bradley Beal, Jaylen Brown en numéro 4, numéro 5, Evan Mobley, numéro 6, Miles Turner, qui s'insère dans le classement, 7, Wendell Carter, 8, Marcus Smart, 9, Kyle Anderson, 10, 11, 12, nous avons Maxey, Grant Williams et Harrison Barnes, les joueurs du jour, et puis numéro 13, Jeremy Grant, 14, Quentin Grimes, et 15, Gordon Hayward. Et bien voilà, c'est plutôt pas mal, on s'en est plutôt pas mal tiré. Et merci beaucoup en tout cas Camille d'être passé sur le Basket Lab et sur la syllabe. Bah merci à toi de m'avoir invité surtout, tu m'oublies pas pour le crossover vélo hein. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, évidemment. Et oui évidemment, c'est un peu le but, hein, c'est que ça vous plaise et que je ne fasse pas ça de mon côté, mais on est déjà au 3e numéro, enfin déjà, je dis déjà, mais finalement la saison arrive à grands pas, il faudrait qu'on arrive à conclure tout ça. Mais bref, évidemment si vous avez des désaccords ou des éléments à apporter ou à venir débattre, ou si vous voulez venir voter, on se donne rendez-vous sur le Discord du Basket Lab. Et de notre côté, pour la prochaine fois, on va se retrouver pour le 4e numéro de la syllabe. Très simplement, on enchaîne. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci, et évidemment à Camille d'être passée sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.